L'histoire commence avec le coursier qui appelle le client et lui dit que le livreur de nourriture le dérangeait et voulait lui poser quelques questions. Le client a demandé au coursier quand il lui livrerait les nouilles car il avait très faim et était déjà fatigué d'attendre sa commande. Le coursier a écouté le client et lui a demandé à quelle adresse il devait livrer la commande afin de ne pas perdre beaucoup de temps. Le client a dit qu'il attendait le coursier dans le bar sous l'ancien chantier naval du port et qu'il s'appelait Liang Shenao et qu'il était heureux de lui parler. Le coursier a déclaré qu'il avait compris et noté le lieu de livraison et qu'il s'était rapidement dirigé vers son cyclomoteur pour prendre la route. Le coursier a dit à Liang Shenao que ses 2 portions de nouilles de combat seraient bientôt avec lui et a déclaré qu'il n'y aurait aucun problème avec cette commande. Le coursier s'est préparé à partir et a raccroché le téléphone et son nom était Shu Jishu et il était un étudiant de 2e année au lycée de Yangshan et ne brillait pas d'intelligence. Shu Jishu a démarré un cyclomoteur et a pensé que son rêve était de vivre une vie normale et il a travaillé et étudié pour cela. Shu Jishu pouvait parier que personne ne se doutait de ce qui allait se passer car il était convaincu qu'il livrerait rapidement la commande. Shu Jishu a souri et était de bonne humeur car il savait qu'il avait encore beaucoup de temps et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Shu Jishu conduisait sur la route et soudain une voiture a commencé à se précipiter vers lui à vitesse maximale et elle est apparue de nulle part. Shu Jishu a été surpris et figé sous le choc car il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas éviter la collision et a pensé qu'il était condamné. Mais soudain, une fille a commencé à tirer un faisceau bleu de sa main et l'a dirigé vers la voiture parce qu'elle les regardait. Et puis soudain, Shu Jishu a volé dans l'autre sens et s'est rendu compte que la conséquence du désir d'arriver quelques secondes plus tôt pourrait être la mort. Shu Jishu a atterri au sol et s'est demandé pourquoi il n'était pas entré en collision avec la voiture et ce qui s'était réellement passé. Et puis soudain, la voiture s'est envolée dans la direction opposée à Shu Jishu et aucun des passants n'a également compris ce qui s'était passé là-bas. Shu Jishu a regardé avec surprise la machine développée et a pensé que cela ressemblait à un miracle et qu'il a d'une manière ou d'une autre évité le désastre. Et puis soudain, une fille de la foule a levé la main et a traité Shu Jishu de bienfaiteur et il n'a pas compris la même chose que cela pourrait être. La fille s'est approchée de Shu Jishu et a demandé au bienfaiteur s'il allait bien et s'il avait besoin d'une aide médicale maintenant. La fille a évalué l'état de Shu Jishu et a souri et a dit que c'était excellent et que tout semblait très bien pour lui. Shu Jishu a été choqué et lui a dit qu'il allait bien et il semble qu'elle se soit mal exprimée et il lui a dit qu'elle était sa bienfaitrice. La fille a regardé Shu Jishu et a dit que son bienfaiteur était une personne très naïve et gentille avec un bon cœur. Elle a demandé à Shu Jishu s'il l'avait oublié et a dit que c'était lui qui l'avait libéré de la cage il y a 8 ans et l'avait sauvé. Shu Jishu l'a écouté mais il n'a pas compris ce qu'elle voulait dire parce qu'il se souvenait qu'il n'avait sauvé personne et il semblerait qu'elle avait tort. Et puis tout à coup, tous les passants ont commencé à les filmer et à leur demander s'ils tournaient un film là-bas et c'était cool. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait là-bas et ont demandé à tout le monde de tout filmer et pensaient que bientôt ils diraient leur réplique. Les gens disaient que cette fille venait de faire voler une voiture et pensaient qu'il s'agissait d'une nouvelle technologie cinématographique. Et puis soudain, les gens ont dit que c'était la voiture de Dao 11 et ils ont entendu que la voiture coûtait 6 millions. La victime a commencé à sortir de la voiture et Shu Jishu l'a regardé et n'a pas pu oublier les 6 millions en question. Et puis soudain, la fille s'est mise à pleurer et a demandé au bienfaiteur s'il avait vraiment oublié Daji et comment il pouvait le faire. Mais soudain, Shu Jishu l'a prise par l'épaule et lui a demandé d'arrêter d'être bouleversé et a dit qu'il se souvenait maintenant de Daji. Shu Jishu a souri et a dit qu'il l'avait sauvé ce jour-là et qu'aujourd'hui, elle lui avait sauvé la vie et maintenant ils étaient à égalité l'un avec l'autre. Shu Jishu pensait qu'il n'avait aucune idée de qui était Daji et il lui a juste dit ça parce qu'il voulait la calmer maintenant. Et puis soudain, un gars est sorti de la voiture et a demandé à tous ceux qui auraient pu retourner sa voiture et Daji a dit que c'était elle. Shu Jishu ne voulait pas d'ennui et tout d'un coup, il a rapidement couru vers son cyclomoteur et s'est rapidement éloigné de là en une seconde. Shu Jishu a parcouru plusieurs kilomètres et s'est arrêté et a pensé que c'était bien qu'il parte rapidement de là et qu'il soit calme. Shu Jishu s'est rendu compte que son écran était cassé et qu'il s'était mis en colère et le patron l'a appelé 1000 fois et il ne savait pas ce qu'il attendait ensuite. Shu Jishu s'en fichait car il savait que des pertes financières pourraient empêcher un désastre et soudain Daji apparut derrière lui. Shu Jishu avait très peur et lui a dit qu'elle lui faisait très peur et il lui a demandé s'il n'était même pas et pourquoi elle poursuivait. Mais Daji a prononcé une expression qui disait que s'il devait quelque chose, il devait au mieux le rembourser. Daji a dit à Shu Jishu qu'il l'avait non seulement libéré, mais qu'il lui avait également donné de l'argent, mais Shu Jishu lui a demandé de se taire pendant 1 minute. Shu Jishu a remercié Dieu et s'est demandé si sa gentillesse en aidant les grands-mères à traverser la route avait finalement porté ses fruits aujourd'hui. Shu Jishu a regardé Daji et lui a demandé combien d'argent elle voulait récupérer et il était intéressé de le savoir. Daji a souri et a dit qu'elle allait l'épouser pour rembourser une dette et qu'elle en était heureuse. Shu Jishu se figea de surprise et fut choqué par cela et demanda à Daji si elle avait dit la vérité et elle accepta. Mais soudain, Shu Jishu lui a demandé de regarder en arrière et lui a dit que quelque chose se passait là-bas et Daji l'a cru et s'est retourné. Daji a dit qu'il n'y avait rien là-bas et a remarqué que Shu Jishu a commencé à s'enfuir de là et a commencé à courir de toutes ses forces vers son cyclomoteur. Mais soudain, Shu Jishu se figea de surprise et ne comprit pas ce qui se passait là-bas, car cela ne lui était jamais arrivé auparavant.
Shuzishu se demandait pourquoi ses jambes ne bougeaient pas et il ne pouvait pas comprendre de quel genre de magie il s'agissait et il ne pouvait pas sortir de là. Et puis soudain, Daji a commencé à s'approcher lentement de lui et a dit que Shuzishu la quittait toujours et qu'elle n'aimait pas ça du tout. Daji a demandé à Shuzishu s'il ne voulait pas l'épouser et pourquoi il s'enfuyait à chaque fois qu'il la voyait quelque part. Shuzishu a dit qu'il n'était ni laid ni désespéré et a demandé à Daji de quel type de remboursement de dette s'agissait-il. Daji a demandé si c'était vrai et a sorti une scie et a demandé à Shuzishu de ne pas vouloir que Daji soit avec lui. Daji a dit que si Shuzishu veut s'échapper, elle fera passer cet objet le long de sa jambe et sans jambe, il ne pourra pas s'échapper. Shuzishu a porté cet objet à sa jambe et a dit qu'elle allait commencer maintenant, mais Shuzishu a eu peur et lui a demandé de se calmer. Daji a demandé au bienfaiteur de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il ne mourrait pas, mais Shuzishu lui a demandé d'attendre parce qu'il savait quelque chose. Et puis soudain, Shuzishu a dit à Miss Daji qu'il ne voulait pas non plus la fuir, mais malheureusement, il était un homme et elle était un esprit. Shuzishu a fait semblant d'être bouleversé et a dit à Daji qu'il l'aimait aussi, mais qu'ils ne pouvaient pas être ensemble à cause d'un fait. Shuzishu se tut et commença à se frotter les yeux et dit qu'il ne voulait pas lui en parler, mais qu'un problème était de les empêcher. Et puis soudain, Shuzishu a commencé à pleurer et a dit que les opinions des autres et les rumeurs les dérangeaient et qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. Daji a presque oublié et a dit à Shuzishu qu'il était un chasseur d'esprits de sang mais elle savait qu'il n'en savait encore rien. Shuzishu a dit à Daji que c'était terrible qu'il ne puisse pas se marier et qu'il ne pouvait pas penser à autre chose que ça. Daji lui a demandé s'il l'aimait aussi, alors pourquoi ne pouvait-il pas se marier parce que rien ne les empêchait de le faire, même maintenant. Daji a demandé s'il n'aimait vraiment pas l'idée d'une romance entre un esprit et une personne et Shuzishu était d'accord avec sa question. Mais soudain, Shuzishu a remarqué une scie derrière le dos de Daji et a été choqué et a pensé qu'il avait complètement oublié ses menaces et que c'était dangereux. Immédiatement, Shuzishu a dit à Daji qu'il plaisantait et que personne ne pouvait les empêcher de ne plus qu'un et d'être heureux. Daji était heureuse et dit qu'elle pensait qu'elle devrait le forcer à changer d'avis mais heureusement tout était décidé. Mais soudain, Daji attrapa la main de Shuzishu et dit qu'alors il ne perdrait pas de temps et agirait immédiatement. Shuzishu a été choqué par ces paroles et Daji a dit qu'ils allaient se marier maintenant parce qu'il était également d'accord avec son Daji. Shuzishu se figea de surprise car il ne pouvait même pas imaginer que Daji commencerait à agir si vite et il ne savait pas quoi faire. Shuzishu lui a demandé d'attendre une minute et lui a dit qu'il voulait discuter de questions importantes avec elle avant leur mariage. Daji a demandé quelles questions il avait et Shuzishu s'est rendu compte que l'expression de Daji devenait effrayante et effrayante. Shuzishu a déclaré que la loi stipulait que les hommes devaient avoir 22 ans pour se marier. Daji a réfléchi à la loi qu'il voulait dire et Shuzishu a dit qu'elle l'avait bien compris et qu'il avait 16 ans. Daji a été surprise et a dit qu'elle n'avait jamais eu de telles règles car il pouvait devenir père à l'âge de 16 ans et elle le savait. Le visage de Daji a changé et elle a dit à Shuzishu que c'était leur mariage et qui était-il pour écouter les autres et en avoir peur. Shuzishu se demandait ce qu'elle faisait et il devait trouver comment la calmer car son apparence était devenue féroce et effrayante. Shuzishu s'est rendu compte que Daji montrait son intention de l'achever et il a dit qu'il ne pouvait pas se marier parce que... Et puis soudain, Shuzishu a dit cela parce qu'il voulait le montrer au monde entier parce que c'était un mariage inoubliable pour sa bien-aimée. Shuzishu s'assit sur ses genoux et dit à Daji qu'il ne pouvait pas se marier dans cet endroit vide et il réalisa que cela commençait à fonctionner. Et puis soudain, Daji a dit que s'il se mariait là-bas, elle se sentirait obligée envers lui pour le reste de ses jours. Soudain, Daji est devenue embarrassée et a dit ceci, c'est pourquoi elle se sentait si embarrassée maintenant et Shuzishu se demandait si cela fonctionnait vraiment. Daji a dit que Shuzishu aimait beaucoup Daji et il a dit à voix basse que si rien ne lui arrivait, il pourrait sortir de là. Et puis soudain, Daji s'est retourné brusquement et a dit qu'alors les malades deviendraient les bienfaiteurs de la mariée parce que c'était génial. Shuzishu s'est immédiatement arrêté et s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur et qu'il ne pouvait pas s'échapper de là avant qu'elle ne lui fasse à nouveau quelque chose. Daji a souri et a demandé à Shuzishu quelle était cette expression sur son visage et n'était-il vraiment pas content de leur mariage. Shuzishu a dit qu'il était très heureux et il pensait qu'il n'aurait pas dû contacter les esprits et il n'aimait pas ça. Shuzishu a dit à Daji que maintenant s'il n'avait rien d'autre à discuter, il rentrerait chez lui et se reposerait de tous les événements. Daji était simplement d'accord avec lui et Shuzishu se demandait si elle le laissait vraiment rentrer chez lui si facilement parce que c'était très étrange. Et puis soudain, Daji s'est approché de Shuzishu et a dit qu'ils allaient maintenant rentrer chez eux parce qu'il faisait déjà nuit. Daji a attrapé la main de Shuzishu et l'a traîné avec elle, et il a pensé qu'il avait dit que lui seul irait et pas eux ensemble. Shuzishu est rentré chez lui et s'est immédiatement endormi après tous les événements de cette journée, et le matin est venu et il a immédiatement claqué le réveil. Shuzishu s'est réveillé et s'est demandé s'il était si fatigué hier que lorsqu'il est rentré à la maison, il s'est simplement allongé sur le lit et s'est immédiatement évanoui en une seconde. Shuzishu a commencé à regarder sous le lit de Daji et a pensé que de tels rêves lorsqu'il était adolescent étaient très étranges. Shuzishu a ouvert la fenêtre et a respiré de l'air frais et était heureux que ce ne soit qu'un rêve et il s'inquiétait en vain. Mais soudain, Shuzishu entendit un coq chanter derrière lui et se demanda ce que cela pouvait être parce que c'était étrange. Soudain,
Daji se tenait derrière lui avec un coq dans les mains et dit à son adorable fiancé Shuzishu qu'il était l'heure du petit déjeuner. Et puis Shuzishu a réalisé que ce n'était pas un rêve et Daji se tenait devant ses yeux et elle existait dans ce monde et était réelle. Shuzishu a été très surprise et a demandé à Daji ce qu'elle faisait et elle a dit qu'elle préparait le petit déjeuner pour son cher mari. Daji a dit au coq que s'il ose toucher son mari avec ses pieds sales et lui faire du mal d'une manière ou d'une autre dans cette pièce. Et puis soudain, Daji a regardé attentivement le coq et a dit qu'alors elle l'achèverait et ne laisserait pas son mari blesser qui que ce soit. Shuzishu était choquée de voir le comportement de Daji et pensait que c'était effrayant et elle semblait parfois très effrayante. Après le petit déjeuner, Shuzishu a regardé sa montre et s'est rendu compte qu'il aurait dû prendre son petit déjeuner plus rapidement pour ne pas être en retard en cours. Shuzishu a attrapé son sac à dos et a dit que le moment était venu et qu'il devait aller à l'école parce qu'il pourrait être réprimandé pour son retard. Daji était surprise de savoir à quelle école Shuzishu faisait référence et elle était également intéressée de savoir comment les étudiants ordinaires y étudiaient. Shuzishu lui a dit qu'elle avait tout compris correctement et qu'il devait aller à l'école pour acquérir des connaissances et devenir un maître. Daji a dit à Shuzishu qu'elle avait entendu dire que le professeur de l'école donnait une fessée aux enfants avec ses paumes et les punissait. Shuzishu a souri et a dit que ce n'était pas vrai et lui a dit qu'à leur époque, il ne battait pas les étudiants, mais les traitait plutôt bien. Daji a été surpris et a demandé si c'était vrai, mais Shuzishu a claqué la porte et a dit qu'il la quitterait et la laisserait s'occuper de la maison. Shuzishu ne pouvait pas croire qu'il avait le sang de chasseur d'esprits et qu'il était coincé par des esprits dans une telle situation. Il se souvenait que les personnes âgées chassaient les esprits en utilisant des méthodes et qu'il n'en aurait probablement pas besoin même s'il les apprenait un jour. Shuzishu ferma les yeux et réfléchit à la raison pour laquelle il avait commencé à penser à cela parce qu'il n'était pas intéressé par de telles choses auparavant. Shuzishu est monté sur son cyclomoteur et a pensé que maintenant son cochon d'or était plus important pour lui et qu'il avait besoin de gagner de l'argent. Shuzishu pensait qu'il devrait emmener son cochon d'or avec lui et s'enfuir à son retour chez lui ce soir. Quelques minutes plus tard, Shuzishu est arrivé au lycée de Yanshan pour penser aux études et à l'éducation en plus de gagner de l'argent. Shuzishu a garé le cyclomoteur, puis quelqu'un est venu derrière lui et a dit à l'étudiant Shu qu'il était venu très tôt aujourd'hui. C'était Zang, un gardien de sécurité d'école de 47 ans, qui a dit bonjour à Shuzishu et voulait savoir comment il allait. Le garde Zang a regardé Shuzishu et lui a demandé pourquoi il avait l'air si déprimé et ce qui lui était arrivé. Shuzishu a dit au garde que beaucoup de choses s'étaient passées hier et qu'il en était juste un peu fatigué et n'avait pas encore le temps de se reposer. Et puis soudain, Shuzishu s'est énervé et a demandé au garde Zang d'oublier cela et a dit qu'il allait à son cours. Mais soudain, Shuzishu entendit une voix familière le traitant de mignon et disant qu'il lui manquait. Et puis Daji a couru vers Shuzishu et l'a serré dans ses bras et il s'est demandé si elle le poursuivait de la maison à l'école. Daji lui sourit et dit qu'elle était très heureuse de revoir son cher mari et de voir son école de ses propres yeux. Shuzishu a été surprise et a demandé à Daji pourquoi elle était venue là-bas et elle a dit qu'elle était venue là-bas pour étudier avec son mari. Shuzishu était en colère et a demandé à Daji s'il ne lui avait pas dit qu'elle aurait dû rester à la maison, puis ils ont été distraits par le garde Zang. Le garde Zang a dit qu'il oublierait cela et prétendrait qu'il n'avait pas vu tout cela et Shuzishu était très embarrassé par cela. Le garde Zang a dit à Shuzishu qu'il devrait maintenant le traiter avec des nouilles aigres et épicées et Shu s'est rapidement enfui de là. Shuzishu s'est arrêté et a dit que maintenant il n'y avait personne là-bas et a demandé à Daji pourquoi elle était venue là-bas et ce dont elle avait besoin. Shuzishu a dit à Daji qu'il ne lui avait pas demandé de ne pas sortir et s'occuper de la maison et pourquoi est-elle venue là-bas et l'a installée. Daji a dit à Shuzishu qu'elle s'inquiétait juste pour lui et c'est pourquoi elle voulait étudier avec lui afin de pouvoir toujours être à ses côtés. Daji a fait semblant d'être très contrarié et a demandé à Shuzishu s'il n'aimait pas ça et l'a contrarié. Shuzishu a dit à Daji que c'était évident car ils auraient pensé qu'elle était sa petite amie et il ne voulait pas du tout ça. Et puis soudain, Shuzishu a remarqué que Daji avait apporté une épée avec elle à l'école et a été choqué et a dit que c'était impossible. Shuzishu a déclaré que le fait était que l'école exigeait un paiement pour ses études et qu'il ne pouvait pas se le permettre parce qu'il n'était pas riche. Daji a demandé s'il voulait dire un paiement sous forme d'argent et elle ne savait pas quelle était la monnaie dans ce pays aujourd'hui. Shuzishu a sorti son argent et le lui a montré pour qu'elle sache à quoi ressemblait l'argent et a dit que ce n'était pas suffisant pour payer. Daji a dit que c'était vraiment de l'argent et Shuzishu a été surpris et lui a demandé si elle avait vraiment de l'argent parce qu'il n'y avait pas pensé. Daji a demandé si l'argent ressemblait à ceci et a soudainement montré à Shuzishu son cochon d'or avec tout l'argent à l'intérieur. Shuzishu était furieux et a crié de toutes ses forces et a dit que c'était son trésor et pourquoi l'a-t-elle pris sans demander. Daji a été surprise par sa réaction et a demandé à son petit ami ce qui lui était arrivé et pourquoi son humeur avait si fortement chuté. Jishu pensait qu'il avait passé tellement de temps à le faire briller et que tout l'argent était maintenant tombé entre les mains de l'esprit du renard. Shuzishu a dit à Daji qu'il la laisserait étudier dans son école mais qu'elle devait lui promettre quelque chose et tenir sa promesse. Shuzishu lui a dit qu'elle n'aurait pas dû s'appeler Daji devant les autres et qu'elle n'aurait pas dû révéler son identité. Shuzishu a dit qu'elle ne pouvait pas encore utiliser la magie à l'école et il pensait que si elle ne vivait pas avec lui, ce serait dangereux. Shuzishu lui a dit que si elle lui promettait ces trois choses,
il lui permettrait d'étudier et elle a immédiatement hoché la tête et était d'accord avec lui. Shuzishu a dit à Daji qu'il l'emmènerait ensuite faire des procédures et décider de toutes les nuances de ses études dans cette école. À ce moment-là, une élève les surveillait depuis l'école et elle a dit qu'elle avait senti un parfum fort plus tôt et qu'il semblait qu'elle ne s'était pas trompée. L'étudiante a dit à son animal Kiki que c'était un esprit fort et qu'elle en était sûre mais qu'il devait trouver des détails sur elle. Animal Kiki a demandé à l'étudiant qu'ils auraient peut-être dû le prévenir à l'avance afin qu'il puisse prendre certaines mesures à l'avance et se préparer. L'étudiant était d'accord avec Kiki et a dit qu'il devrait en parler à leur grand-père le plus rapidement possible afin qu'il leur donne lui-même des instructions. Shuzishu a pleuré et a pensé comment Daji aurait pu trouver son porcelet et s'il l'avait su plus tôt, il l'aurait pris avec lui et s'enfuirait. Et puis son camarade de classe s'est approché de Shuzishu et l'a salué et lui a dit qu'il avait de bonnes nouvelles pour lui ce matin. L'élève a dit qu'il venait de voir le professeur diriger la belle et il se demandait si elle serait leur nouvelle élève. Mais soudain, quelqu'un a traité l'étudiant de gros idiot et lui a dit qu'il lui bloquait le chemin et lui a dit de s'écarter rapidement. C'était son camarade de classe et l'élève lui a demandé pardon et a dit qu'il n'avait pas délibérément bloqué son chemin et qu'il communiquait avec Shu. L'étudiant a été indigné par son comportement et s'est assis dans le bureau voisin à côté de Shuzishu, mais il ne voulait écouter personne et était très contrarié. Shuzishu a dit à son ami que le professeur viendrait maintenant et lui a conseillé de retourner à sa place pour ne pas le gronder. Les excellents élèves ont demandé à pouvoir vérifier les devoirs de leurs camarades et à s'assurer que tout a été fait correctement. Et puis le professeur Zhao Taiju est entré dans la classe et a salué les élèves et tous les élèves ont commencé à maintenir la discipline dans la classe. Le professeur Zhao a déclaré qu'aujourd'hui, un nouvel élève est apparu en classe et a demandé à tous les élèves de lui réserver un accueil chaleureux et de ne pas l'intimider. L'ami de Shuzishu a dit que c'était elle et qu'il lui avait parlé d'elle tout ce temps et il était très heureux qu'elle ait été transférée dans leur classe. L'ami de Shuzishu a dit qu'elle était une étudiante sexy et tous les étudiants ont remarqué qu'elle était très belle et très belle. Tous les étudiants sont immédiatement tombés amoureux d'elle et ont même commencé à se battre entre eux et à dire qu'elle serait leur petite amie. Les élèves l'ont regardée et ont dit qu'elle était très mignonne et qu'ils étaient heureux que leur classe ait enfin une telle beauté. Le professeur Zhao a dit qu'à partir de maintenant, Miss Su ferait partie de leur classe et lui a demandé d'aller saluer ses camarades de classe. Shuzishu regarda le nouvel étudiant Daji et secoua la tête et il ne voulait pas qu'elle étudie avec lui parce qu'elle lui avait volé son charme. L'étudiante a salué tous les étudiants et a dit qu'elle s'appelait Su Xiaomei et qu'elle était la fiancée de Shuzishu et qu'elle l'aimait beaucoup. Tous les étudiants ont été choqués par cette nouvelle et n'en croyaient pas leurs oreilles car ils ne pensaient pas qu'une telle beauté pourrait sortir avec lui. Même le professeur Zhao a été choqué et a dit à mademoiselle Su Xiaomei que ce n'était plus le moment de plaisanter et lui a demandé de ne plus plaisanter à ce sujet. Mais Su Xiaomei était indignée par les paroles de maître Zhao et a dit qu'elle ne plaisantait pas, qu'elle disait seulement la vérité et qu'elle n'avait pas l'intention de tromper. Le professeur Zhao a demandé à mademoiselle Su Xiaomei de se rappeler de venir au bureau après la séance et lui a dit qu'il avait eu une conversation privée avec elle. Le professeur lui a demandé d'abord d'aller chercher une place dans la classe et ensuite il commencerait le cours et elle rejoindrait la nouvelle équipe. Et puis tout à coup, Su Xiaomei a pris une chaise et l'a placée à côté de Shuzishu, s'est assise là et a dit au professeur qu'elle était à l'aise là-bas. Le professeur Zhao était en colère contre l'action de mademoiselle Su Xiaomei et lui a demandé si elle l'avait fait exprès et cela l'énervait maintenant. Le professeur Zhao a ordonné à mademoiselle Su Xiaomei de l'accompagner au bureau et a dit qu'elle avait gâché sa leçon et que maintenant c'était son auto-apprentissage. Le professeur Zhao a dit à Su Xiaomei de se dépêcher et elle ne comprenait pas pourquoi le professeur était si en colère contre elle et la grondait sans arrêt. Su Xiaomei a demandé à Shuzishu ce qu'elle avait fait de mal et il a dit qu'elle aurait dû d'abord s'en prendre au professeur Zhao. Shuzishu a commencé à pousser Su Xiaomei et lui a dit qu'elle devrait se souvenir et écouter tout ce que le professeur lui dit et lui obéir. Shuzishu a dit que si elle voulait étudier avec lui, elle devait bien se comporter, ne rien faire de stupide et bien étudier. Su Xiaomei a quitté la classe avec le professeur Zhao et Shuzishu a finalement expiré et a pensé qu'il avait attendu qu'elle parte. Et puis soudain, Shuzishu s'est demandé pourquoi tout à coup un frisson lui a parcouru le dos et il a ressenti une mauvaise aura dans la classe. Et puis son ami a couru vers Shuzishu et lui a dit que son épouse était fantastique et Shu a dit qu'elle n'était pas son épouse. Et puis tous les étudiants sont venus voir Shuzishu et ont commencé à lui demander comment un imbécile comme lui avait eu une telle épouse. Les étudiants étaient furieux et ont dit qu'ils donneraient peut-être à Shuzishu une leçon sur la façon de garder les filles et de lui apprendre quelques bonnes manières. Mais soudain, l'étudiant leur a dit qu'il ne ferait jamais ça et a dit qu'ils avaient tous mal compris Shuzishu. Elle a demandé aux étudiants si Shuzishu pouvait être un salaud et il a dit au directeur si elle était la seule à le comprendre. Yao Shishi était en charge du comité de formation et a déclaré que ce salaud était une personne égoïste sans sentiment et que Shuzishu n'était pas un salaud. Les étudiants ont écouté Yao Shishi et ont dit que Shuzishu aurait dû être traité de salaud et qu'il voulait leur répondre mais a décidé de ne pas le dire. L'ami de Shuzishu lui a dit que le professeur avait l'air d'une personne folle et lui a demandé s'il était sûr que sa sœur ne serait pas grondée. Shuzishu a demandé à son ami de se détendre et lui a dit qu'il lui avait demandé de se comporter décemment là-bas et qu'il ne s'inquiétait pas pour elle. L'ami a dit que c'était bien mais Shuzishu a dit qu'elle serait bien jusqu'à ce que le professeur provoque Su Xiaomei.
L'ami a souri et a demandé à Shuzishu ce qui se passerait ensuite et il a soudainement pensé que cela pourrait avoir de mauvaises conséquences. Et puis soudain, Shuzishu s'est levé et a couru hors de la classe et a demandé à Suxiaome de faire preuve de pitié parce que le professeur doit vivre. À ce moment-là, au bureau, le professeur Jao disait à Suxiaome que les étudiants devraient donner la priorité à l'apprentissage et ensuite à l'amour. Shuzishu a regardé le bureau et a pensé que rien de grave ne s'était produit et que le professeur Jao semblait bien vivant pour le moment. Le professeur Jao a dit à Suxiaome que puisqu'elle était une nouvelle élève, il ne s'immiscerait pas dans cela et lui a demandé d'étudier selon les règles. Soudain, Maître Jao a demandé à Suxiaome de rester loin de M. Shuzishu et Xiaome a été surprise et a demandé pourquoi. Le professeur Jao a dit à Suxiaome qu'elle n'aurait pas dû faire cela parce que l'école n'autorisait pas les élèves à sortir ensemble. Et puis soudain, Suxiaome a dit au professeur qu'ils ne sortaient pas ensemble mais qu'ils étaient fiancés et il a craché de l'eau et n'en croyait pas ses oreilles. Et puis, tout à coup, le professeur a été choqué et a dit à Suxiaome qu'elle devait annuler les fiançailles pour que cela n'interfère pas avec ses études. Et puis Shuzishu a fait irruption dans la pièce et s'est rendu compte que les choses allaient mal et qu'il semblait que la situation avait changé pour le pire et que c'était dangereux. Shuzishu les a regardés et a été choqué parce qu'il a réalisé que Maître Jao l'avait mise en colère et que maintenant elle deviendrait d'Agi. Et puis soudain, Suxiaome a demandé au professeur Jao s'il pensait qu'il était trop strict et qu'il aurait dû se calmer. Le professeur Jao a été très surpris par les paroles de l'élève et a dit à Suxiaome qu'il était son professeur et qu'il devait évidemment être strict. Et puis soudain, Suxiaome a regardé d'un air menaçant directement dans les yeux du professeur Jao et lui a demandé s'il pensait vraiment qu'il avait raison en tant que professeur. Et puis tout à coup, Suxiaome a levé la main et a dit au professeur Jao qu'elle était alors vraiment désolée pour lui parce qu'il avait maintenant commis une énorme erreur. Mais soudain, Suxiaome s'est arrêté et a pensé que c'était vraiment le cri de son cher Shuzishu et que quelque chose lui était arrivé. Suxiaome a immédiatement couru pour aider Shuzishu, et le professeur Jao a été choqué par ses actions et a demandé à Miss Su ce qu'elle faisait. Et puis soudain, Suxiaome a sauté par la fenêtre du bureau de l'école et le professeur Jao ne pouvait pas s'attendre à des actions soudaines de sa part. Le professeur Jao a été horrifié par cela et a pensé que c'était le 4e étage et que ce n'était pas son problème parce qu'elle a sauté d'elle-même. La femme a demandé à M. Jao ce qui s'était passé et il lui a répondu que rien ne s'était passé et pensait que personne ne semblait l'avoir vu. À ce moment-là, Suxiaome a marché le long des murs de l'école et a suivi la voix de Shuzishu parce qu'elle était très inquiète pour lui et voulait le sauver. Suxiaome a finalement trouvé Shuzishu et était heureuse car elle pensait qu'elle ne pourrait pas le voir et en avait très peur. Suxiaome a demandé à Shuzishu ce qui s'était passé et a dit qu'elle avait entendu sa voix et pensait qu'il était en danger maintenant. Shuzishu a pensé qu'il était à l'heure et a demandé à Daji si elle avait oublié ce qu'il lui avait dit auparavant et ce qu'il lui avait demandé de faire. Shuzishu a demandé à Daji ce qu'elle allait faire avec le professeur et elle a dit qu'elle ne voulait rien faire avec lui et qu'elle communiquait simplement. Shuzishu lui a demandé de ne pas oublier ce qu'elle lui avait promis ce matin car ils avaient un accord amical entre eux. Suxiaome était bouleversée et a dit à Shuzishu qu'elle venait d'apprendre que Maître Jao voulait qu'il rompe immédiatement. Suxiaome lui a demandé pardon, mais Shuzishu était très en colère et lui a demandé ce qu'elle allait faire du professeur Jao. Suxiaome a été très offensée par cet acte et elle a demandé pardon à Shuzishu et a dit qu'elle ne recommencerait plus. Shuzishu a dit à Suxiaome qu'il s'agissait de l'arme de crocodile et il ne la croyait pas car elle jouait parfaitement le rôle de la victime et était un maître. Shuzishu pensait que cela pourrait être une bonne opportunité pour lui et il devait lui dire ce qu'il allait dire. Soudain, Shuzishu a dit à Suxiaome qu'elle avait déjà rompu sa promesse et qu'elle ne pouvait donc plus venir à l'école et y aller. Et puis soudain, Suxiaome a regardé Shuzishu d'un air menaçant et a dit qu'elle ne partirait pas de là et qu'elle y resterait jusqu'à la fin. Suxiaome a dit qu'elle voulait toujours être proche de son mari et qu'il n'aurait pas dû s'y opposer car elle est sa femme. Shuzishu était effrayé par ces paroles menaçantes et pensait qu'il semblait avoir choisi une option dangereuse et qu'il n'aurait pas dû lui parler comme ça. Et puis soudain, Suxiaome a sorti son épée par derrière et a dit à Shuzishu que si elle ne pouvait pas aller à l'école, alors elle n'avait qu'un choix. Suxiaome a dit à Shuzishu qu'elle le rencontrerait si elle ne pouvait plus assister au cours avec sa bien-aimée. Suxiaome a demandé à Shuzishu de penser à elle et il a pensé qu'il devait y remédier d'une manière ou d'une autre et la calmer le plus rapidement possible. Shuzishu lui a tapoté la tête et lui a dit qu'il ne lui pardonnerait qu'une seule fois et que le professeur Jao voulait seulement qu'ils étudient correctement. Shuzishu a dit que le professeur ne voulait pas qu'ils se séparent et lui a demandé la prochaine fois de ne pas réagir avec autant de colère à ses paroles. Suxiaome a dit à Shuzishu qu'elle le comprenait et il a dit qu'elle était intelligente et lui a demandé d'aller en cours avec lui maintenant. À ce moment-là, l'étudiant les regardait avec l'animal QQ et l'étudiant a dit qu'il semblait qu'ils étaient partis et qu'ils auraient pu partir de là. Animal QQ a dit à l'étudiant qu'il semblait que cet esprit dérangeait Shuzishu et qu'il était intéressé de savoir dans quel genre de relation ils entretenaient. Animal QQ a dit que c'était très intéressant et qu'il réfléchissait à ce qu'ils faisaient après tout et quel était leur véritable plan. Et puis soudain, l'animal QQ s'est transformé en une belle fille et a dit qu'elle voulait depuis longtemps apparaître sous cette forme. QQ a dit que c'était une aura spirituelle unique et elle se demandait quel genre d'esprit était l'ami de Shuzishu.
L'étudiante a demandé à QQ de se dépêcher et de s'habiller et a dit qu'il était impossible de se promener dans les rues en lui ressemblant. L'étudiante a dit à QQ que si elle ne le faisait pas, elle en parlerait immédiatement à son grand-père et il lui confisquerait rapidement ses glands. Quelques heures plus tard, tous les cours étaient terminés et tous les élèves sont sortis après une longue journée d'école et ont enfin pu se détendre. Xu Zishu marchait avec Su Xiaomei et pensait qu'heureusement rien d'autre ne s'était passé parce qu'il s'inquiétait du comportement dessus. Xu Zishu s'est demandé si Maître Zhao n'était pas du tout en colère contre Su Xiaomei après qu'elle ait communiqué avec lui et les menacé. Su Xiaomei a demandé pardon au professeur et il a dit qu'il allait bien et qu'il n'était pas en colère contre elle et qu'elle pouvait retourner en classe. Et puis soudain, le professeur est entré dans la classe et a dit aux élèves qu'ils pouvaient s'asseoir où ils voulaient juste pour écouter ce qu'il disait en classe. Xu Zishu se demandait si Daji avait fait quelque chose au professeur, mais même si ce n'était pas si grave et qu'il était content de tout et n'avait rien à redire. Xu Zishu a dit à Su Xiaomei qu'elle pouvait rentrer chez elle et qu'il devait aller travailler parce que son quart de travail commençait. Su Xiaomei a réfléchi à son travail et a demandé à Xu Zishu s'ils ne pouvaient pas aller à son travail ensemble et qu'elle n'interviendrait pas. Xu Zishu a dit que c'était impossible car il ne pourrait pas travailler s'il l'emmenait avec lui et qu'elle écoutait ses paroles. Et puis tout à coup, Su Xiaomei a souri et a dit à Xu Zishu qu'elle ne monterait pas sur son scooter et qu'il n'a pas compris ses paroles. Et puis soudain, Su Xiaomei a couru si vite que même Xu Zishu a eu du mal à la rattraper sur son scooter parce qu'elle était rapide. Soudain, le téléphone de Xu Zishu a sonné et c'était son patron. Il a dit au patron qu'il était en route et qu'il était presque là et qu'il est arrivé. Mais soudain, le patron a dit à Xu Zishu que s'il ne venait pas, tout allait bien et il n'était plus obligé de venir travailler. Xu Zishu a dit qu'il était désolé pour la livraison d'hier mais le patron a dit que cela n'avait pas d'importance, il aurait pu venir récupérer l'argent. Xu Zishu a demandé au patron de lui donner une autre chance, mais tout à coup le patron a dit qu'il avait tout dit et, après avoir dit au revoir, il a immédiatement raccroché. Su Xiaomei s'est approché de lui et lui a demandé ce qui s'était passé et Xu Zishu a dit que rien ne s'était passé et qu'elle pouvait passer à autre chose. Xu Zishu pensait qu'il était maintenant au chômage et Su Xiaomei s'est assis à l'arrière de son scooter et a demandé ce qu'il en était de son travail. Xu Zishu lui a dit qu'elle pouvait oublier ça et a dit qu'il rentrait chez eux, puis il est parti de là de mauvaise humeur. Ensuite ils rentrèrent chez eux et la nuit tomba. Xu Zishu se préparait à dormir et Su Xiaomei dormait à côté de lui, mais il ne pouvait pas dormir. Xu Zishu la regarda et pensa que son visage endormi était trop mignon et qu'il ne pouvait même pas dormir à cause de cela et ne pouvait pas se reposer. Xu Zishu a pensé pourquoi tout s'est passé exactement comme ça et ce qu'il pouvait faire à ce sujet, et diverses pensées ne l'ont pas quitté. Xu Zishu pensait que l'esprit de la lignée et du destin du chasseur devrait toujours se repousser car il ne convenait pas du tout. Par conséquent, même les chasseurs d'esprits qui ne voulaient pas se battre évitaient les esprits et c'était une raison intéressante pour tout. Xu Zishu se souvint que c'étaient les paroles de son père et il se demanda s'ils n'étaient vraiment pas adaptés l'un à l'autre et son père avait raison. Xu Zishu pensait qu'il était un faible et Su Xiaomei était sa chance et il pensait mais pourquoi était-il toujours aussi malchanceux? Xu Zishu s'est tranquillement levé du lit et a quitté la pièce pour ne pas réveiller Su Xiaomei ou la déranger la nuit à une telle heure. Xu Zishu entra tranquillement dans une autre pièce et pensa que s'il se souvenait correctement de tout, ce qu'il cherchait devrait être là. Xu Zishu a trouvé la cache et s'est rendu compte que c'était exactement l'endroit qu'il cherchait et il était très heureux que tout se soit bien passé pour lui. Xu Zishu pensait qu'heureusement, il était caché très profondément et que Su Xiaomei ne pouvait pas le trouver lorsqu'elle était seule à la maison. C'était un manuel pour les chasseurs d'esprits et Xu Zishu pensait que c'était un chasseur d'esprits idiot et un médaillon. Xu Zishu ouvrit le livre et pensa que maintenant il verrait s'il y avait quelque chose d'utile qui pourrait l'aider dans cette affaire. Xu Zishu a commencé à lire un livre et pensait qu'il était en sécurité et que personne ne pouvait le distraire d'un livre intéressant. Mais soudain, Su Xiaomei est apparu derrière lui et a demandé à son petit ami ce qu'il faisait là et il a vraiment eu très peur. Xu Zishu s'est immédiatement retourné et a crié de peur parce qu'il pensait que Su Xiaomei dormait profondément depuis longtemps et ne se réveillerait pas. Xu Zishu a dit à Su Xiaomei que c'était vraiment elle, mais il avait peur qu'il s'agisse de voleurs et a immédiatement caché le livre inaperçu. Su Xiaomei a été surpris et a demandé à Xu Zishu pourquoi il était assis dans cette pièce dans le noir et, en plus, tout seul, parce que c'est étrange. Xu Zishu a commencé à réfléchir à la réponse à sa question et n'a rien trouvé et a simplement décidé de ne pas répondre à sa question afin qu'elle ne soit pas en colère contre lui. Xu Zishu lui a simplement souri et lui a dit qu'il irait se coucher. Après tout, il ne comprenait pas ce qu'il faisait dans son sommeil et ne pouvait pas répondre à la question. Xu Zishu a demandé à Su Xiaomei de ne pas s'inquiéter et lui a demandé de l'accompagner également et de se coucher pour se reposer et reprendre des forces. Su Xiaomei a été surpris et a demandé comment un trou était apparu sur le sol du salon et Xu a répondu que c'était parce qu'il somnambulait. Xu Zishu lui a demandé de ne pas s'inquiéter et de se coucher sans poser de questions, car il était très fatigué par cette journée bien remplie et voulait dormir. Su Xiaomei a été surprise et a demandé à sa chérie s'il ne changerait vraiment pas de vêtements la nuit et dormirait dans les mêmes vêtements qu'il portait dans la rue. Mais soudain, Su Xiaomei a dit que s'il ne pouvait pas le faire lui-même, elle l'aiderait à changer de vêtements et lui a demandé de ne pas s'inquiéter.
Shuzishu s'est rendu compte que le livre était toujours avec lui et il lui a dit qu'il changerait lui-même de vêtements et a laissé tomber son amulette sur le sol sans le remarquer. Shuzishu a commencé à devenir très nerveux et son nez a commencé à saigner et il a demandé à Suxiaome de se calmer et de se contrôler. Suxiaome a demandé à Shuzishu pourquoi son nez saignait et il lui a demandé de ne pas s'inquiéter et ce n'était pas effrayant. Puis soudain, la fille dans la rue a ressenti une sorte de sentiment et a été surprise et a pensé que c'était vraiment une amulette qui retient la lumière. La fille a dit qu'elle le savait avec certitude et qu'elle n'en avait aucun doute et que c'était une lumière qui tenait la route. La jeune fille était heureuse et pensait que finalement la lumière restrictive était apparue parce qu'elle attendait ce moment depuis de nombreuses années. Elle avait le sentiment que la lumière devait être quelque part à proximité parce qu'elle la sentait proche quelque part dans cette zone. La jeune fille regarda le ciel nocturne et pensa que cette fois, elle comprendrait et ne manquerait plus jamais une telle opportunité. Puis le matin est arrivé et le temps était ensoleillé dehors et les oiseaux étaient assis dans les arbres et gazouillaient une belle mélodie. Shuzishu s'est allongé sur le lit et a pensé qu'il ne pouvait encore pas dormir la nuit parce que Suxiaome ne le lui permettait pas. Mais Shuzishu en a profité pour se laver le visage et a caché le livre dans les toilettes et, heureusement pour lui, Suxiaome n'a rien découvert à ce sujet. Et puis Suxiaome s'est soudainement réveillé et a demandé à sa chérie s'il s'était également réveillé et lui a souhaité bonjour. Suxiaome a dit à la douce Shuzishu qu'elle l'aiderait à s'habiller maintenant parce qu'elle pensait qu'il ressemblait à un enfant. Shuzishu a été surpris par ces paroles et a refusé et a dit qu'il le ferait lui-même et qu'elle devait d'abord se laver le visage. Suxiaome a demandé à son petit ami s'il l'évitait et ne voulait pas qu'elle l'aide, mais Shuzishu a nié. Suxiaome lui a dit qu'il devait d'abord mettre un t-shirt et a soudainement vu quelque chose et a demandé à Shu ce que c'était. Suxiaome a remarqué l'amulette de Shuzishu sur le sol, l'a ramassée et a demandé à sa chérie ce que c'était et comment elle s'est retrouvée sur le sol. Suxiaome a demandé à Shuzishu si c'était vraiment son instrument spirituel car il avait son parfum et c'était intéressant. Shuzishu est devenu nerveux et lui a dit qu'elle s'était trompée et a dit que cette chose appartenait à son père et qu'il ne savait pas comment elle s'était retrouvée par terre. Suxiaome a dit à Shuzishu que son père était impressionnant et qu'il était probablement comme lui et elle pensait que c'était intéressant. Shuzishu pensait que c'était maintenant sa chance et il devait lui dire ce qu'il voulait lui dire mais ne trouvait pas de raison pour le faire. Shuzishu lui a dit qu'elle avait tout compris correctement et qu'il lui cachait tout le temps ses vrais pouvoirs et ne voulait pas le révéler. Shuzishu pensait que maintenant elle devrait trembler de peur et s'enfuir de peur d'une nouvelle aussi soudaine. Mais Daji, au contraire, était heureuse et a dit qu'elle avait peur qu'il soit une personne normale et qu'elle avait peur d'utiliser ses pouvoirs. Et puis soudain, Daji a attaqué Shuzishu et a dit que maintenant elle ne pouvait plus avoir peur et qu'ils pourraient être ensemble pendant des siècles et se marier. Et puis soudain, Daji a cassé les meubles et ils se sont brisés en morceaux et avec eux Shuzishu et Daji sont tombés au sol de toute leur force. Daji a été surpris et a demandé à Shuzishu s'il ne lui avait pas dit qu'il était très fort et qu'il n'était pas une personne ordinaire comme tout le monde. Mais soudain, Shuzishu ouvrit les yeux et remarqua que Daji lui avait attaché les mains et les pieds et il ne comprenait pas ce qui se passait réellement là-bas. Daji a sorti les ciseaux et Shuzishu a eu très peur et a demandé à Daji ce qu'elle allait lui faire et lui a demandé de se lever. Et puis soudain, Daji a dit à Shuzishu qu'elle lui couperait la langue pour qu'il ne lui mente plus jamais parce qu'elle n'aimait pas ça du tout. Shuzishu a dit qu'elle n'aurait pas dû faire cela et il lui a demandé pardon et a dit qu'il ne lui mentirait plus jamais. Shuzishu a juré sa vie et Daji se demandait s'il lui avait vraiment juré sa vie et c'était très intéressant pour elle. Et puis soudain, Daji a dit qu'elle pensait que sa langue allait mieux et lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il ne mourrait pas. Shuzishu a commencé à crier et a dit qu'il n'allait pas mourir de toute façon et lui a demandé grâce et a pensé qu'il allait bientôt mourir. Et puis soudain, Shuzishu se souvint des paroles du chef selon lesquelles même si elle était Zanan, sa langue était encore plus importante. Et puis une larme est tombée des yeux de Shuzishu et il a activé le mode de rencontre Sim et a dit à Daji qu'il mourrait pour elle. Shu fera cela parce que s'il n'avait pas de langue, il ne pourrait pas exprimer son amour pour elle et son cœur serait brisé. Shuzishu a dit à Daji qu'il l'aimait et lui a donc demandé de lui pardonner cette fois et a dit qu'il l'aimerait pour toujours. Daji était embarrassée et a dit à Shuzishu qu'elle lui pardonnerait s'il disait qu'il l'aimait 100 fois et qu'elle le laisserait immédiatement partir. Shuzishu a crié à toute la maison qu'il aimait Daji 100 fois et pensait qu'il s'en fichait si cela l'aidait à survivre. Ensuite, Shuzishu a bu de l'eau et a pensé que sa gorge était si sèche à cause du fait qu'il avait crié d'amour sans arrêt pendant toutes ces heures. Shuzishu était indigné et avait l'impression d'avoir subi un lavage de cerveau et d'avoir fait tout ce que Daji lui avait ordonné et c'était mauvais. Shuzishu a démarré son cyclomoteur et a pensé qu'il aurait dû trouver un travail alors que Daji était de bonne humeur aujourd'hui. Shuzishu a regardé sa maison et s'est rendu compte que Daji le regardait toujours depuis la fenêtre et qu'elle savait toujours ce qu'il allait faire. Shuzishu s'est rendu compte qu'il était temps pour lui de partir car il devait trouver un nouvel emploi aujourd'hui pour avoir de quoi vivre. Shuzishu est immédiatement parti de là et a dit qu'il était sûr que tout irait bien pour lui, mais qu'une fille le surveillait. La fille a regardé Shuzishu et s'est rendu compte qu'il semblait que l'amulette était allée à une personne ordinaire et elle ne savait pas que ce serait si facile. La fille pensait qu'elle n'aurait pas dû perdre une seconde et qu'elle aurait dû se mettre au travail tout de suite et sauter vers le cyclomoteur de Jishu. La fille a sauté quelques mètres et a atterri juste devant le cyclomoteur de Shuzishu,
Il a été surpris et n'a pas compris ce qui s'était passé. Shu Zishu a eu peur et lui a demandé si elle allait bien et lui a demandé pourquoi elle avait atterri au milieu de la route. Mais soudain, elle a montré sa véritable apparence d'araignée et a dit à Shu Zishu qu'il n'y avait rien d'inhabituel chez lui et qu'il était faible. Shu Zishu se figea de surprise et fut sous le choc et pensa à quel point elle avait soudainement changé d'apparence et cela lui faisait peur. Shu Zishu s'est rapidement enfui de là et a crié que le crabe poilu s'était transformé en esprit et voulait l'achever et il demandait de l'aide. L'araignée l'a regardé et a été surprise et s'est demandé si Shu Zishu savait qu'elle était un esprit et comment pouvait-il le savoir. Shu Zishu s'est enfui de là de toutes ses forces et s'est demandé pourquoi un autre esprit le poursuivait et que pouvait-il faire à tous ces esprits. Shu Zishu pensait qu'il s'était déjà séparé d'elle, mais soudain elle est apparue derrière lui et a dit au bel homme qu'il ne la fuirait pas. Et puis soudain, elle a poussé Shu Zishu et il s'est égaré et a réalisé que maintenant il ne pouvait plus lui échapper et que tout était fini. Elle l'a pressé contre le mur et a dit qu'elle était une araignée et Shu Zishu a demandé à Miss Spider de l'épargner et de ne pas se suicider. Shu Zishu a demandé à l'araignée de ne pas s'approcher de lui parce qu'elle lui faisait peur et il ne voulait pas devenir sa victime car il était encore très jeune. Shu Zishu a crié et a demandé de l'aide, mais les passants ont dit que Shu Zishu avait eu beaucoup de chance et qu'il ne semblait pas le comprendre maintenant. L'araignée s'est approchée de Shu Zishu et a dit qu'il avait le sang d'un chasseur d'esprits en lui et cette fois, elle a décroché le jackpot. L'araignée a demandé à Shu Zishu où il avait obtenu cette chose, mais il n'a pas compris ce qu'elle voulait dire et a dit qu'il ne savait pas de quoi elle parlait. L'araignée a commencé à déplacer sa main vers le cou de Shu Zishu et lui a demandé si elle était là, mais il lui a demandé de ne le toucher nulle part et de retirer ses mains. Et puis soudain, l'araignée a dit bingo et a trouvé l'amulette qu'elle cherchait depuis si longtemps et elle a réalisé qu'elle était à l'origine sur son cou. Mais soudain, l'amulette a commencé à briller avec une flamme vive et a brûlé la main de l'araignée et Shu Zishu a été surpris que l'amulette ait réagi ainsi. L'araignée retira rapidement sa main de l'amulette et réfléchit au genre de magie protectrice qui l'empêchait de prendre cette amulette. Et puis elle réalisa que, comme prévu, les esprits avec des sceaux ne pouvaient pas toucher les amulettes qui retenaient la lumière et ce fut un désastre. Et puis soudain, l'araignée a pointé son doigt vers Shu Zishu et a dit qu'à partir de maintenant, il était son esclave et il ne comprenait pas si c'était vraiment possible. Shu Zishu lui a demandé pardon et a dit qu'il n'avait pas fait de telles choses et que cela ne l'intéressait pas du tout. Mais l'araignée a souri d'un air dégoûtant et a dit à Shu Zishu que sa voix ne voulait rien dire dans cette affaire et que personne n'a écouté son opinion. Shu Zishu réfléchit à ce que cela pourrait signifier et soudain l'araignée commença à l'attacher et il ne savait pas ce qu'elle attendait d'autre de lui. L'araignée a demandé à Shu Zishu de se souvenir d'une chose et a dit qu'elle avait juste besoin d'une personne vivante pour réaliser ses plans. L'araignée a continué à attacher Shu Zishu et a dit qu'il n'avait peut-être même pas tous les membres et qu'elle s'en fichait. Shu Zishu a observé son comportement et s'est demandé si tous les esprits de ce monde étaient comme ça parce que Daji était aussi très méchant. L'araignée a commencé à l'entraîner avec elle et lui a dit qu'il devait se dépêcher pour réaliser tous ses projets aujourd'hui. Mais soudain, l'araignée fut surprise parce que Shu Zishu commença à rire et dit qu'elle était toujours aussi méchante qu'avant. Shu Zishu a dit à l'araignée qu'il lui avait dit de ne pas quitter la maison mais elle ne l'écoutait toujours pas et faisait toujours tout à sa manière. Mais Daji est soudainement apparu là-bas et a coupé en deux la toile avec laquelle l'araignée avait attaché Shu Zishu et l'a libéré en une seconde. L'araignée s'est éloignée de Suxiaome et lui a demandé si elle était un esprit et a pensé qu'elle était aussi un esprit très fort. Shu Zishu a dit à Daji qu'elle était arrivée juste à temps et a dit que cette araignée le harcelait et Daji a dit qu'elle avait tout vu. Daji était furieux contre cette araignée et voulait s'occuper d'elle, et Shu Zishu lui a simplement demandé de ne pas faire toute une histoire. Daji a dit à l'araignée qu'elle allait maintenant répondre de toutes ses actions et d'avoir attaqué sa bien-aimée et de l'avoir attaquée. L'araignée a été surprise et a demandé à Daji qui elle était et pourquoi elle le protégeait et a dit que Shu Zishu était sa proie. Suxiaome a dit à l'araignée que Shu Zishu était son mari et qu'elle n'aimait pas qu'un étranger lui fasse du mal et du mal. L'araignée a souri et n'a pas cru les paroles de Suxiaome et a pensé que Shu Zishu ne pouvait pas être son mari et que c'était tout simplement impossible. L'araignée a demandé à Suxiaome d'arrêter de plaisanter et a dit que Shu Zishu avait le sang d'un chasseur d'esprits et que c'était intéressant. L'araignée a dit que son objectif était l'amulette et que si ce n'était pas lui, alors elle l'aurait achevé, et puis tout à coup, Daji a continué à attaquer. Suxiaome s'est mise en colère et a dit à l'araignée que ceux qui osent faire du mal à son mari mourraient immédiatement de ses mains et le regretteraient. L'araignée s'est défendue et a demandé à Suxiaome s'il était son mari et pourquoi elle avait tué les siens pour le bien de cet homme. Suxiaome a demandé à l'araignée quelle différence cela faisait pour elle et a dit qu'elle aimait simplement cet homme et qu'elle était prête à tout pour lui. Suxiaome a attrapé l'araignée à la gorge et elle a dit à Suxiaome qu'elle le regretterait et qu'elle se vengerait bientôt d'elle. Suxiaome a regardé l'araignée d'un air menaçant et lui a dit qu'elle s'était trompée et qu'elle ne le regretterait pas parce qu'elle l'aimait beaucoup. Shu Zishu a regardé leur combat et il avait très peur et ne pouvait pas le regarder et a immédiatement fermé les yeux et s'est calmé. Et puis tout à coup, Shu Zishu a été surpris de savoir pourquoi il ne pouvait rien entendre, puis tout à coup, Suxiaome a immédiatement appelé sa chérie. Shu Zishu a regardé Suxiaome et lui a demandé où était allée cette fille, c'est-à-dire l'esprit de l'araignée, et elle a dit que l'araignée s'était échappée.
Shuzishu a alors demandé à Suxiaome ce qu'elle tenait dans sa main et elle a dit que c'était la patte d'une araignée qui voulait lui faire du mal. Shuzishu a regardé Suxiaome avec horreur et a demandé pourquoi elle avait pris la patte de cette araignée et pourquoi elle en avait besoin séparément. Suxiaome a dit qu'elle ferait de la soupe avec la patte de l'araignée et Shuzishu a été surpris et a dit qu'il ne mangerait jamais cette chose dégoûtante. La nuit, l'araignée marchait dans la rue et pensait que le maudit esprit du renard était responsable de tout, car en fait il lui avait proposé. L'araignée a dit que ce foutu esprit renard était un traître aux esprits et comment pouvait-elle protéger une personne ordinaire de ses esprits. L'araignée était furieuse et a dit qu'elle n'oublierait pas ce que Suxiaome avait fait et qu'elle voulait seulement qu'elle attende qu'elle riposte. L'araignée a dit qu'elle se suiciderait en guise de compensation et qu'elle devrait maintenant se reposer un peu et reprendre des forces. À ce moment-là, Shuzishu et Suxiaome étaient assis à la maison et il lui a demandé si elle savait de quel type d'instrument il s'agissait à cause duquel il n'est pas mort. Suxiaome a pris l'amulette dans ses mains et a dit qu'elle n'était pas sûre de ce que c'était et lui a demandé pourquoi il lui avait posé des questions à ce sujet. Shuzishu se souvenait et pensait que le but de l'esprit de l'araignée semblait être cette amulette, mais il ne savait pas pourquoi elle en avait tant besoin. Et puis soudain, Suxiaome réfléchit et dit à Shuzishu qu'elle avait une supposition qui pourrait expliquer le but de l'esprit de l'araignée. Suxiaome a dit qu'elle pensait avoir vu le même symbole sur la poitrine de l'araignée que cette amulette et qu'elle y était d'une manière ou d'une autre connectée. Suxiaome a dit que cela prouvait que le but de l'esprit de l'araignée était cette amulette particulière et elle a pris l'amulette et l'a donnée à Shuzishu. Et puis soudain, Shuzishu a pris l'amulette dans ses mains et l'a jetée par la fenêtre et a dit à Suxiaome qu'ils étaient désormais en sécurité. L'amulette a volé quelque part sur le côté et Shuzishu a dit qu'il ne voulait plus jamais la revoir pour qu'il n'ait aucun problème. Shuzishu a demandé à Suxiaome si elle avait vu ce plan brillant et a dit que lui seul pouvait le réaliser parce qu'il était un génie. Mais soudain, l'amulette est revenue à la maison de Shuzishu et l'a frappé à la tête de toutes ses forces et l'a renversé et il est tombé au sol. Suxiaome avait très peur et a demandé à son cher Shuzishu comment il se sentait et s'il allait bien après le coup soudain. Shuzishu a été surpris et a réfléchi à la façon dont cela s'est produit et pourquoi l'amulette est revenue à la maison et comment cela pourrait être expliqué. Suxiaome s'est assis à côté de lui et lui a demandé s'il ne savait rien des outils magiques et de leur fonctionnement dans ce monde. Shuzishu a déclaré qu'il savait seulement qu'ils existaient, mais qu'il n'était jamais intéressé par leur fonctionnement et qu'il voulait une explication. Suxiaome a dit que ce n'était pas suffisant et a demandé si on commençait l'entraînement maintenant sans perdre une seconde. Shuzishu a posé des questions sur la formation et Suxiaome a dit qu'il pourrait alors trouver plus d'informations sur ces instruments. Shuzishu a demandé à Suxiaome si elle en était sûre et s'est demandé si elle le surveillait ou si elle ne se souciait pas de sa santé. Suxiaome a dit que tout était sérieux car elle devait toujours faire très attention à ne pas tuer son cher mari. Shuzishu a regardé le guide de chasse aux esprits et a dit à Xiaome qu'il semble qu'il devra apprendre ces techniques masculines. Suxiaome a demandé à son cher mari pourquoi il a hérité cela de son père et pourquoi ne l'a-t-il pas appris jusqu'à maintenant. Shuzishu a immédiatement fermé les yeux et a dit qu'il lui dirait maintenant pourquoi il n'avait pas appris cela parce qu'il y avait une raison. Shuzishu s'est souvenu de son enfance et a dit à Suxiaome que tout était à propos de cet endroit et qu'il ne pouvait toujours pas l'oublier. Le père a dit à Shuzishu qu'aujourd'hui il allait lui apprendre les techniques de chasse aux esprits de la famille Shu et lui révéler tous les secrets. L'homme a demandé à Shuzishu de s'éloigner un peu de la maison et a dit que cela pourrait être dangereux là-bas et qu'il s'inquiétait pour lui. Et puis soudain, une femme est venue vers eux et leur a demandé si c'était vraiment un chasseur d'esprits et lui a dit de laisser ses biens s'il voulait vivre. L'homme lui a dit si elle était une tueuse d'esprits et il a pensé qu'il ne semblait pas s'être trompé dans ses suppositions et qu'il avait raison à 100%. La femme a dit au chasseur d'esprits qu'aujourd'hui serait son dernier jour et qu'il n'en sortirait pas vivant et indemne et qu'il souffrirait. L'homme a souri et a dit à l'esprit de s'approcher de lui et de ne pas être timide car il avait confiance à 100% en ses forces et ses compétences. L'homme a dit à Shuzishu qu'il utilisait actuellement une technique de chasse aux esprits et lui a demandé de regarder la technique en action. La femme spirituelle s'est immédiatement précipitée pour attaquer l'homme, mais il a rapidement esquivé son coup et elle n'a pas pu le frapper. Shuzishu a été surpris et a demandé à son père si c'était vraiment l'équipement familial, car il s'attendait à ce que ce soit une sorte d'équipement cool. La femme est tombée face contre terre et a demandé à être sauvée car son apparence était ruinée et elle ne pouvait plus la réparer. La femme spirituelle s'est immédiatement levée et a regardé le chasseur d'esprit avec haine et a dit qu'il était un salaud et qu'il n'avait aucun honneur. Et puis soudain, la femme spirituelle s'est précipitée sur le chasseur d'esprit et lui a dit qu'il méritait d'aller en enfer maintenant. La femme spirituelle a continué à attaquer le chasseur d'esprit, mais il s'est facilement défendu de ses attaques et lui a demandé si elle pouvait offrir autre chose. La femme spirituelle lui a dit de se taire et a continué à frapper, mais rien n'a fonctionné pour elle et elle commençait déjà à être fatiguée. Le chasseur d'esprit sourit et lui demanda si elle était déjà fatiguée car il pensait qu'elle était juste en train de s'échauffer avant la bataille. La femme spirituelle a commencé à s'enfuir de là et lui a dit que c'était leur problème qu'il ne pouvait pas l'attraper et qu'il voulait s'échapper de là. Le chasseur d'esprit lui a demandé si elle essayait de s'échapper et a demandé à Shuzishu d'examiner attentivement ses actions. Le chasseur a utilisé la technique de la famille Shu appelée 5 paris élémentaires et a dirigé le feu vers la femme spirituelle.
La femme spirituelle tomba aussitôt à terre et soudain sa robe changea de couleur et elle ne comprit pas ce que le chasseur venait de lui faire. Le chasseur lui a dit que c'était une technique des marchands de feu mais sous la forme d'une robe chinoise et que ceux qui y sont liés seront faibles et impuissants. Le chasseur s'est approché de la femme et lui a dit qu'elle ne pouvait pas utiliser ses sorts spirituels et que dans cette robe, elle était impuissante. Le chasseur a dit au fils de Shuzishu que c'était une technique modifiée de son grand-père et que c'était plus cool qu'une sorte de sortilège d'anneau de feu. Le chasseur a dit à Shuzishu que s'il n'aimait pas cette technique, il n'avait pas à s'inquiéter car il n'avait pas à douter de sa force. Le chasseur d'esprit a dit au fils de Shuzishu qu'à cet égard, il avait d'autres attributs qui pourraient le surprendre maintenant. Le chasseur a utilisé une autre technique sur l'esprit féminin et c'était une technique de liaison à l'eau qui ralentissait ses esprits. Le chasseur lui montra une technique de fixation des arbres qui leur drainait leur énergie vitale, mais Shu n'était pas intéressé par cela. Le chasseur a continué et a montré à son fils la technique de la reliure entièrement dorée et Jishu a voulu apprendre quelque chose de nouveau. Le chasseur a dit à son fils qu'il lui semblait que son fils n'aimait pas du tout les filles et le fils a dit à son père qu'il pouvait en douter autant qu'il le voulait. Et puis tout à coup, Suxiaome a commencé à appeler son cher mari et il a repris ses esprits à partir de ses souvenirs et est finalement revenu au présent. Shuzishu réfléchit et demanda à Daji ce qui s'était passé et elle dit à sa chérie qu'il était debout depuis longtemps, réfléchissant et ne bougeant pas. Shuzishu a demandé à Daji, elle lui a dit qu'il l'avait laissé partir, mais maintenant il voulait avant tout être capturé par son père. Daji était surprise de ce qu'il voulait dire parce qu'elle ne comprenait pas un seul mot de ce qu'il venait de lui dire, une sorte d'absurdité. Daji a souri et a dit au doux Shuzishu qu'il devait se dépêcher et étudier et ne devrait pas perdre une seconde. Shuzishu la regarda et dit à Daji qu'elle avait une sorte d'expression suspecte sur son visage et que c'était étrange. Shuzishu a demandé à Daji d'oublier cela et a dit que sa vie était beaucoup plus importante et a commencé à lire le livre laissé par ses ancêtres. Shuzishu s'est rendu compte qu'il était écrit là que seuls les gens pouvaient étudier les voies de la justice, purifier l'esprit et mélanger le yin et le yang. Il disait que si l'on voulait que son esprit soit concentré, il fallait rassembler ses pensées et calmer son cœur et ses idées. Shuzishu aurait dû rassembler son esprit dans la taille d'une pierre et ensuite essayer de toucher un objet physique. Et puis soudain, quelque chose est apparu devant Shuzishu et Daji a été surpris et lui a demandé s'il l'avait fait et c'était vrai. Shuzishu a dirigé ce flux d'énergie sur le côté et a dit à Suxiaome qu'il verrait maintenant s'il pouvait toucher quelque chose. Shuzishu a dirigé un flux d'énergie dans une tasse posée sur la table et tout à coup il a dit qu'il avait ressenti quelque chose et que c'était sa tasse. Shuzishu, avec l'aide de cette énergie, a pu découvrir qu'il s'agissait d'un meuble canapé et d'une télévision, mais il ne pouvait prendre que de petites choses. Et puis Daji a distrait Shuzishu et lui a apporté un téléphone et lui a dit qu'il avait un appel manqué et que quelqu'un l'avait appelé récemment. Shuzishu l'a remercié et lui a pris le téléphone et a dit à Daji, il ira rappeler cette personne avant qu'il ne soit trop tard. Shuzishu a rappelé et a demandé au patron s'il pouvait récupérer son salaire demain et il a dit qu'il le comprenait et lui a dit au revoir. Le lendemain, l'homme s'est assis sur la place de la fontaine d'eau dans le parc central, a nourri les poissons et a profité de la belle matinée. Et puis soudain, une fille en capuche s'est approchée de lui et a salué Maître Jikun et elle était heureuse de le voir. Jikun lui a demandé si elle était blessée et lui a demandé si c'était un chasseur d'esprit et il l'a blessée de cette façon pendant la bataille. Mais soudain, l'araignée a dit que Jikun s'était trompé et que c'était un esprit de renard et elle est entrée dans la bataille avec elle et l'a grièvement blessée dans cette bataille. Jikun a été surpris d'entendre de tels mots et a demandé à l'araignée pourquoi l'esprit du renard lui avait fait ça parce que les chasseurs étaient de vrais ennemis. L'araignée a dit que cet esprit de renard protégeait le chasseur d'esprit et qu'elle le protégeait de ses attaques de toutes les manières et le sauvait même d'elle. Jikun n'a pas cru à la nouvelle au début, mais soudain il s'est mis en colère et a dit à l'araignée que cet esprit de renard était un dégénéré. Et puis tout à coup, Jikun a regardé l'araignée et lui a ordonné de le poursuivre et il avait un plan et elle était d'accord avec lui et s'est lancée à la poursuite du patron. Soudain, Jikun a amené l'araignée quelque part et lui a demandé s'il pouvait y trouver Xiao Tong Tong parce qu'il avait besoin de lui à ce moment précis. Et puis soudain, un homme est apparu devant Jikun et l'a salué et l'a appelé Xiao Hua et il était heureux de le voir. Xiao Tong Tong a enlevé ses lunettes et a demandé à Jikun ce qu'il attendait de lui et pourquoi il l'avait appelé soudainement en plein jour. Jikun lui a dit qu'il semblait lui avoir déjà dit de ne pas l'appeler Xiao Hua parce qu'il n'aimait pas ça du tout. L'homme a regardé Jikun et a dit qu'il aurait dû arrêter de l'appeler Xiao Tong Tong en premier et cela l'a rendu nerveux. Et puis soudain, Jikun a vu un homme attaché dans cette pièce et a demandé à Xiao Tong Tong si c'était vraiment un chasseur d'esprit. Jikun a déclaré à Xiao Tong Tong que même si leurs points de vue ne coïncidaient pas, il lui a demandé s'il était allé trop loin avec de telles méthodes. Xiao Tong Tong a demandé à Jikun de ne pas lui dire cela et lui a demandé de s'occuper de ses propres affaires afin qu'il puisse vivre plus paisiblement. Xiao Tong Tong a demandé à Jikun s'il était vraiment venu discuter avec lui et lui a dit de lui dire pourquoi il était venu là et l'avait trouvé. Jikun a dit que Xiao Zuzu avait des nouvelles qu'il aimerait vraiment et a dit qu'elle lui dirait tout maintenant. Tôt le matin à l'école, tous les élèves étaient furieux dans leurs cours et étaient occupés avec leurs propres affaires, et Shuzishu est également venu à l'école tôt le matin.
Shuzishu était assis et dormait en classe quand soudain son ami s'est approché de lui et a dit bonjour à son frère Shu et à sa sœur Suxiaome. L'étudiant s'est approché de Suxiaome et a demandé à sa sœur à quelle heure il s'était couché hier et elle a répondu qu'il était environ 3h30. L'étudiant a demandé à Suxiaome de dire à Shuzishu de prendre soin de son corps et elle n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Le professeur Zhao est entré dans la classe et a dit bonjour aux élèves et leur a dit qu'il se remonterait le moral et qu'un autre élève est venu dans leur classe. Le professeur Zhao a demandé à la nouvelle élève de venir dans la classe afin qu'elle puisse se présenter à tous les élèves et se lier d'amitié avec eux. Et puis tout à coup, une belle élève est entrée dans leur classe et a salué tout le monde et a dit qu'elle s'appelait Zhenbeng et qu'elle était très heureuse. Suxiaome et son ami Shuzishu ont été choqués et l'élève a dit s'il y avait vraiment un autre joli waifu dans leur classe et c'est cool. L'étudiant a dit à mademoiselle Zhenbeng qu'elle pouvait s'asseoir derrière mademoiselle Suxiaome et s'entrer d'écart de cette façon, elle serait proche de lui. Et puis soudain, Zhenbeng s'est approché de Shuzishu et a salué son nouveau camarade de classe et s'est tenu à côté de son bureau. Zhenbeng s'est tournée vers Shuzishu et a dit qu'elle était heureuse de rencontrer des étudiants comme eux et de déménager dans leur classe. Shuzishu s'est réveillé et s'est demandé si c'était déjà l'heure du cours et a pensé qu'il n'avait toujours pas assez dormi. Et puis soudain, Zhenbeng a souri et a demandé à Shuzishu de prendre soin d'elle et elle a eu un sourire infernal et vil. Shuzishu a été choqué par son apparence car elle lui rappelait une araignée et il s'est figé de surprise et l'a regardée silencieusement pendant quelques secondes. Et puis soudain Jishu a crié et a demandé de l'aider, a voulu s'échapper par la fenêtre mais son ami l'a arrêté et lui a dit que c'était le 3e étage. Zhenbeng n'a pas compris la réaction de Shuzishu et a dit qu'elle était vraiment si effrayante et les étudiants ont dit que Jishu était une idiote. Le professeur Zhao a été indigné par le comportement de Shuzishu et lui a ordonné de s'asseoir et lui a demandé de ne pas perturber la leçon et de s'asseoir tranquillement. Shuzishu a demandé pardon au professeur Zhao et son ami lui a demandé de se calmer et de s'asseoir parce que Zen était une demoiselle ordinaire. Shuzishu s'est assis et a pensé qu'il reconnaissait l'araignée, mais ne savait pas ce dont elle avait besoin ni pourquoi elle avait déménagé dans leur classe aujourd'hui. Suxiaome a regardé l'araignée Zhenbeng et a dit que si elle osait s'approcher de Shuzishu, elle l'achèverait immédiatement. Zhenbeng a demandé à Suxiaome de se détendre et lui a demandé si elle pensait vraiment qu'elle avait peur de ses paroles et c'était juste drôle. Et puis soudain, Shuzishu a regardé Suxiaome et lui a demandé de ne pas faire ça et a dit qu'il réglerait le problème après l'école dehors. Zhenbeng a souri au visage de Suxiaome et lui a demandé ce qui lui était arrivé et pourquoi elle était si nerveuse et hors d'elle aujourd'hui. Zhenbeng pensait que Xiao Tongtong aurait dû attendre parce que Lin Kao avait raison et qu'il n'agissait pas dans des endroits bondés. Et puis soudain, son ami Shuzishu a vu son excitation et lui a demandé si tout allait bien pour lui parce qu'il avait l'air très pâle. Shuzishu a dit à son ami que rien ne s'était passé et lui a demandé de se concentrer uniquement sur la leçon du maître Zhao et de l'écouter. Shuzishu pensait qu'il se sentait tendu et qu'il devait faire quelque chose pour se détendre et se calmer. Le professeur Zhao a demandé aux élèves de tourner le livre à la page 45 et a dit qu'il comprendrait le texte de quoi Luxin parlait. Zhenbeng était assise dans la classe et écoutait le professeur Zhao et elle pensait que ce cours était vraiment très cool et amusant. Mais tout à coup, Zhenbeng a lâché l'araignée de ses mains et a pensé que maintenant l'esprit du renard et ce chasseur d'esprit paierait pour tout. Cette araignée se déplaçait sur le sol et a demandé à sa petite sœur si elle pouvait la lancer là où elle voulait la voir. L'araignée a commencé à s'approcher de Shuzishu et de sa sœur. Leur objectif était encore très loin et il semblait qu'elle n'avait pas eu de chance cette fois avec la victime. Mais lorsque l'araignée s'est approchée de Shuzishu, un crayon a soudainement volé et s'est coincé en elle et elle a réalisé qu'il y avait des pièges là-bas. Zhenbeng s'est assise et a regardé cela et a été choquée et figée de surprise parce qu'elle était sûre que son araignée l'atteindrait. Mais ensuite, Suxiaome lui a soudainement souri au visage et a demandé cela à Zhenbeng, et elle n'a pas intentionnellement laissé tomber le crayon sur le sol. Zhenbeng s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas utiliser cette astuce à côté du foutu renard car elle avait toujours protégé Shuzishu. Zhenbeng a regardé Shuzishu et a pensé quel mal de tête c'était de ne pas pouvoir s'en débarrasser. Mais Zhenbeng a souri sournoisement et a pensé qu'heureusement, elle avait encore un plan B et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour cette mission. Après quelques heures, le professeur Zhao a donné des devoirs aux élèves et leur a dit qu'ils devaient se souvenir du texte d'aujourd'hui et l'apprendre. Spider Zhenbeng immédiatement après l'école a couru vers Shuzishu et lui a demandé de sortir avec elle et de jouer dehors. Zhenbeng voulait toucher Shuzishu mais soudain Suxiaome est apparu à côté d'elle et l'a poussé et lui a dit de partir. Zhenbeng a été offensé par cela et a dit à mademoiselle Suxiaome que c'était très impoli et qu'elle ne l'avait pas invité pour pouvoir partir. Suxiaome s'est mise en colère et a dit à Zhenbeng qu'elle ne se souciait pas de ce qu'elle voulait parce que Shuzishu n'irait nulle part de toute façon. Zhenbeng a souri et a dit à Suxiaome qu'elle ne pouvait pas gérer cette affaire et lui a demandé de ne pas s'immiscer dans leurs affaires. Zhenbeng tenait beaucoup de fils dans sa main et a déclaré que Shuzishu serait la personne qui déciderait de l'issue de l'affaire et qu'il ne s'échapperait pas. Et puis soudain, Shuzishu s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les paroles de Zhenbeng et il s'est méfié et n'a pas compris ce qu'elle voulait dire. Et puis soudain, Shuzishu s'est retourné et a été choqué et figé de surprise parce qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il verrait un tel spectacle.
Shuzishu a remarqué que tous les élèves de la classe étaient sur une toile et il ne pouvait pas comprendre comment cela pouvait arriver à ses amis. Shuzishu s'est senti désolé parce qu'il a vu la directrice de classe du Shi dans la toile et il s'est senti désolé qu'elle ait aussi souffert à cause de l'araignée. Shuzishu a vu son ami Shan Dian sur le web et a pensé que même s'il était stupide, il était une bonne personne et un bon ami. Shuzishu a remarqué que l'élève de Zhang Kiki ne bougeait pas non plus et se figeait sur place, et il est devenu encore plus en colère contre l'araignée pour son action. Shuzishu a demandé à Zenbeng ce qu'elle allait faire aux étudiants et a dit qu'ils en étaient innocents. L'araignée a dit que tout était très simple et qu'il devait dire à son renard d'être obéissant et qu'il l'accompagnerait. Et puis l'animal de Kiki s'est soudainement réveillé et elle a été surprise car elle a ressenti une forte odeur d'esprit dans ce cours. Et puis soudain, elle a remarqué que Zhang Kiki ne montrait aucun signe de vie et elle a été surprise et s'est demandé ce qui lui était arrivé. L'animal a dit à sa sœur Zhang Kiki qu'elle n'avait pas remarqué ce que faisait l'araignée et comment pouvait-elle se laisser prendre à son tour et être naïve. Et l'animal s'est immédiatement caché derrière le bureau et a commencé à observer tranquillement le conflit entre Shuzishu et l'araignée et à attendre ce qui se passerait ensuite. L'animal les a regardés et a pensé à ce qui se passait maintenant et est-ce que des personnes à 8 et 4 pattes se battaient pour des personnes à 2 pattes? Shuzishu s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'autre choix et que Su Xiaomei ne se souciait de personne à part lui et il ne pouvait pas la piéger. Shuzishu a sorti l'amulette et a dit à l'araignée que si c'était ce qu'elle cherchait, alors il pourrait la lui donner maintenant. L'animal pensait que ce n'était pas bon et il devait trouver un moyen de contacter le propriétaire du magasin maintenant. Mais l'animal pensait que ces deux-là étaient très forts et qu'il serait dangereux pour lui de se transformer, et alors il a eu une idée. Shuzishu était prête à donner l'amulette à l'araignée, mais soudain elle a dit qu'elle en avait besoin hier, mais aujourd'hui elle n'en avait pas besoin. Shuzishu a été surpris et a demandé à l'araignée ce dont elle avait besoin de lui et pourquoi elle le suivait partout et le menaçait. Et puis soudain, l'araignée a souri et a dit à Shuzishu qu'elle avait presque oublié qu'elle voulait lui donner quelque chose de spécial. Shuzishu a écouté l'araignée et lui a demandé si elle lui permettrait de réussir et de quitter la classe s'il lui donnait ce qu'elle voulait. L'araignée était d'accord avec lui et a déclaré qu'elle libérerait immédiatement tout le monde après qu'il aurait rempli sa promesse et lui aurait obéi. Su Xiaomei s'est mis en colère et a demandé à Shuzishu pourquoi il devait sauver les étudiants parce que c'était mieux quand il était en bonne santé. Shuzishu a demandé à Su Xiaomei de le laisser partir et a dit qu'il avait déjà pris une décision et qu'il devait sauver tous les étudiants de l'araignée. Shuzishu était en colère et a dit à Su Xiaomei que ses disciples étaient tous en danger à cause de lui et qu'ils étaient innocents de quoi que ce soit. Su Xiaomei se figea de surprise et après l'avoir écouté, elle réalisa qu'il était une personne très gentille et attentionnée et qu'il avait raison. Su Xiaomei s'est mise en colère et a dit à Shuzishu qu'elle se débarrasserait de l'araignée maintenant, mais il lui a demandé d'attendre. Mais soudain, l'araignée a attiré l'ami de Shuzishu vers elle et il a eu peur parce que l'araignée l'a attiré très fortement vers elle. L'élève a atterri à côté de l'araignée et s'est effondré directement sur le sol et l'araignée leur a demandé s'il voulait vraiment se débarrasser d'elle. Spider a dit à Shuzishu que s'il voulait que tous les étudiants descendent avec elle, alors il pouvait faire ce qu'il voulait. Su Xiaomei est devenue encore plus en colère et furieuse face aux actions de l'araignée et a dit qu'elle aurait dû lui demander grâce. Su Xiaomei voulait s'occuper de l'araignée mais soudain Shuzishu l'a arrêtée et lui a dit qu'elle n'aurait rien dû faire. Spider en a eu assez de regarder la dispute entre Shuzishu et Su Xiaomei et lui a demandé s'il avait pris une décision parce qu'elle était déjà fatiguée. Shuzishu a demandé à l'araignée si elle ferait quelque chose aux étudiants si Su Xiaomei arrêtait de l'attaquer et de la gêner. Su Xiaomei a immédiatement arrêté de résister et l'araignée était heureuse et a dit que c'était mieux ainsi et qu'il était intelligent. Et puis soudain, Zenbeng a lancé une araignée le long de la main de Shuzishu et a dit qu'il valait mieux qu'il prenne soin de son trésor. Shuzishu se figea de surprise et ne comprit pas pourquoi Zenbeng avait fait cela et regarda silencieusement l'araignée dans sa main. Et puis soudain, l'araignée a mordu la main de Shuzishu et il s'est figé sous le choc parce qu'il n'était pas prêt pour cela et Su Xiaomei a également eu peur et a crié. Shuzishu a déclaré qu'il avait tenu sa promesse et a demandé à Zenbeng de libérer immédiatement les étudiants afin qu'ils puissent partir de là. Zenbeng a dit que bien sûr, elle les laisserait partir parce qu'il était une personne obéissante et qu'il répondait à toutes ses exigences. Su Xiaomei a remarqué que l'araignée commençait à libérer les élèves de ses fils et elle réfléchissait à un plan d'action pour détruire l'araignée. L'animal se tenait sur une chaise et n'arrivait pas à déverrouiller le téléphone. Ma sœur ne savait pas quel était le mot de passe. Su Xiaomei a dit à l'araignée que c'était bien que les étudiants soient libres et a dit à l'araignée que maintenant elle paierait pour son comportement. Et puis Su Xiaomei s'est précipité sur l'araignée et a voulu en finir une fois pour toutes avec elle pour avoir blessé Shuzishu. La salle de classe est devenue très poussiéreuse. L'araignée a dit à Su Xiaomei que c'était génial et lui a demandé pourquoi elle s'était arrêtée et n'avait plus frappé. Su Xiaomei a été choquée parce qu'elle a vu que Shuzishu se tenait près de l'araignée et la protégeait des coups et autres dangers. L'araignée lui a dit que son araignée avait déjà pris le contrôle du système de Shuzishu et qu'elle pouvait l'achever à tout moment si elle le voulait. L'araignée a souri et a dit à Su Xiaomei que son coup était dur et qu'il était proche et qu'elle n'y a presque pas réagi et s'est figée. Su Xiaomei était très en colère et a dit à l'araignée que si elle osait faire du mal à son mari, elle la tuerait définitivement. L'araignée a souri d'un air dégoûtant et a demandé à Su Xiaomei si elle voulait vraiment l'achever et si elle était offensée par elle.
L'araignée s'est tenue près de la fenêtre et a attrapé la main de Shu Zishu et a dit à Su Xiaomei qu'elle devait la suivre pour son salut. Su Xiaomei a dit à l'araignée de se lever et elle l'a également poursuivie et espérait qu'elle ne la manquerait pas et qu'elle sauverait Shu Zishu. Su Xiaomei pensait qu'elle devait se dépêcher car l'araignée avait déjà disparu derrière le mur et elle l'avait perdue de vue et c'était mauvais. Et immédiatement après le départ de l'araignée, les étudiants ont repris leurs esprits et Zhang Kiki n'a pas compris ce qui s'était passé là-bas et elle ne se souvenait pas des événements récents. L'ami de Shu Zishu a également repris ses esprits et a dit qu'il se souvenait de la fin des cours et ne savait pas pourquoi ils étaient toujours assis en classe. Et puis soudain, le téléphone de Zhang Kiki a sonné et elle s'est demandé pourquoi son téléphone se trouvait quelque part sur le côté et qui l'avait touché. Zhang Kiki a appelé son grand-père et elle a dit qu'elle l'écoutait et lui a demandé ce dont il avait besoin et pourquoi il l'avait appelé. Le grand-père de Zhang Kiki a dit qu'il se tenait sur le balcon de leur école et lui a demandé d'y monter et d'amener Kiki avec elle. L'étudiante ne pouvait pas comprendre où Kiki était allée, puis elle est apparue devant elle et a dit qu'elle était là et que tout allait bien pour elle. À ce moment-là, Su Xiaomei a rattrapé l'araignée avec Shu Zishu et lui a demandé pourquoi elle n'avait pas couru et s'est arrêtée parce qu'il y avait un piège. Su Xiaomei a demandé à l'araignée si elle était prête à aller en enfer et a dit qu'elle pourrait facilement réaliser son souhait maintenant. L'araignée a dit qu'elle ne voulait pas de ça parce que le monde était immense et qu'elle n'avait pas assez de divertissement et c'est pourquoi elle s'amusait avec eux maintenant. Su Xiaomei a regardé ses pieds et s'est figée de surprise, et l'araignée a dit à Su Xiaomei qu'elle était très facilement tombée dans son piège. Su Xiaomei s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une technique de liaison avec un champ de feu et s'est demandé comment elle n'avait pas pu remarquer que l'araignée la tirait dans un piège. L'araignée a dit à Su Xiaomei de ne pas bouger et a dit que si elle faisait ne serait-ce qu'un pas, elle tuerait immédiatement son mari Shu Zishu. Su Xiaomei ne savait pas quoi faire parce qu'elle ne voulait pas perdre son amoureux, mais elle devait sortir de ce cercle magique. Su Xiaomei souffrait beaucoup mais elle a résisté et a regardé l'araignée et lui a dit de laisser Shu Zishu partir en bons termes. Spider a dit à Su Xiaomei qu'elle devait maintenant penser à elle-même et a dit que Maître Lin Kao était enfin déjà là et qu'elle l'attendait. Soudain, des gens sont apparus derrière l'araignée et elle a dit à Maître Lin Kao que le plan avait été réalisé avec succès et qu'elle avait terminé la tâche. Et puis soudain, Lin Kao est apparu là-bas et il a souri silencieusement et a regardé l'araignée et il était très heureux que tout soit fait. Lin Kao s'est approché de Shu Zishu et a demandé à l'araignée si elle avait vraiment besoin d'aide pour un gars aussi faible parce qu'il était un imbécile. Su Xiaomei était furieux et leur a crié dessus et a dit à Lin Kao de ne pas toucher Shu Zishu et de garder ses viles mains loin de lui. Lin Kao a regardé Su Xiaomei et a dit qu'il répondrait à la demande du traître spirituel et ne toucherait pas cet homme ordinaire. Mais soudain, Lin Kao a frappé Shu Zishu au visage de toutes ses forces et a dit à Su Xiaomei qu'il pouvait le frapper autant qu'il le voulait. Su Xiaomei voulait sortir de là et a dit à Lin Kao qu'elle en finirait avec tout le monde et qu'il regretterait ses actions et aurait peur d'elle. Lin Kao a souri et a dit à Su Xiaomei qu'il semblait qu'elle ne comprenait toujours pas la situation ici et ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis tout à coup, Lintsar a commencé à sortir un pistolet de sa veste et a dit qu'il lui apprendrait lui-même rapidement les bonnes manières. Soudain, Lin Kao a tiré sur Su Xiaomei et l'a frappé à l'épaule avec une balle et a dit qu'il n'avait peur de personne et qu'il avait toujours raison dans ses décisions. Lin Kao a souri avec un sourire méchant et a demandé à Su Xiaomei, maintenant elle a découvert qui était en charge et à qui n'aurait pas dû parler comme ça. Su Xiaomei est tombé à genoux et a dit à Lin Kao qu'il utilisait de tels stratagèmes et qu'il était un scélérat faible et sans vergogne sans honneur. Lin Kao a pointé une arme sur Su Xiaomei et a dit à l'esprit traître protégeant le chasseur d'esprit qu'il n'était pas sans vergogne. Lin Kao a voulu appuyer sur la gâchette et a dit à Su Xiaomei qu'elle pouvait réfléchir à ses actions en enfer et qu'elle aurait le temps pour cela. Mais soudain, Shu Zishu a appelé Su Xiaomei et lui a demandé de ne pas s'inquiéter, et soudain un caillot d'énergie a commencé à voler vers eux. Un caillot d'énergie a frappé la main de Lin Kao et la balle est passée par Su Xiaomei et Shu Zishu lui ont demandé de se dépêcher et de sortir de là. Su Xiaomei a demandé à Lin Kao d'arrêter et de ne pas faire cela parce qu'il préparait quelque chose de très mauvais et n'écoutait personne autour. Lin Kao a attrapé un caillot d'énergie avec sa main et a pointé une arme dessus et a dit que c'était un pouvoir spirituel incroyable et il a été surpris. Et puis soudain, Lin Kao a aplati le pouvoir spirituel entre ses mains et a demandé aux disciples s'ils voulaient vraiment le faire rire avec de telles actions. Shu Zishu semblait avoir commencé à tomber en apesanteur et il avait mal à la tête et il n'entendait rien et il se demandait s'il allait mourir là-bas. Shu Zishu pensait que s'il mourait, Daji ne constituerait-il pas un danger et il pensait qu'alors tout le monde la laisserait derrière lui. Shu Zishu a vu un dragon dans ses fantasmes et s'est rappelé que toute sa vie, tout le monde disait qu'il ne pouvait rien faire et qu'il était un perdant. Su Xiaomei a crié à sa chérie et lui a demandé de tenir le coup de toutes ses forces et de ne pas succomber à la magie de ces méchants car il était très fort. Soudain, Lin Kao regarda Su Xiaomei et fut très surpris car il ne pensait pas qu'ils formaient vraiment un couple et pensait que c'était un mensonge. Lin Kao a dit à Su Xiaomei que Shu Zishu était vraiment son amoureux et a dit qu'il pensait qu'ils avaient une relation maître-serviteur. Lin Kao s'est approché de Su Xiaomei et a pointé une arme sur elle et a dit que c'était dégoûtant et qu'elle aurait dû mourir maintenant. Shu Zishu était toujours sous l'influence de l'araignée et se tenait silencieusement et regardait Lin Kao la menacer et commençait à faire du bruit. Et puis soudain,
Shuzishu a commencé à briller et l'araignée a été surprise et a pensé de quel genre de lumière il s'agissait et pourquoi son contrôle a soudainement disparu. Et puis soudain, Shuzishu a crié à tout le monde et a dit qu'il n'était pas encore prêt à mourir et a dit qu'il paierait maintenant. Shuzishu a dit que c'est pourquoi Suxiaome ferait mieux de se dépêcher et de s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard et de se cacher quelque part. Et puis soudain, Suxiaome a couru vers Lin Kao alors qu'il était distrait et lui a privé sa main et il a pensé comment cela était-il possible. Lin Kao a été surprise et a demandé à Suxiaome si elle pouvait vraiment sortir de son cercle de liaison et comment est-ce possible. Lin Kao a dit à Suxiaome qu'elle était très forte et ne leur a pas montré sa force et il pensait qu'elle était très faible. Lin Kao a dit qu'il avait commis une erreur fatale, mais c'était incroyable et il a vu le feu du renard noir mettre 9000 ans à se former. Lin Kao a souri à Suxiaome et a dit qu'elle ne pourrait pas l'achever parce qu'il la connaissait parfaitement et qu'elle ne pourrait pas le tuer. Suxiaome a regardé Lin Kao d'un air menaçant et a dit qu'il valait mieux qu'il se prépare à la mort et a dit qu'il s'était complètement trompé. Lin Kao a dit qu'il essaierait de faire cela et tout à coup, Suxiaome a commencé à briller et elle a voulu lui porter le coup final. Mais Lin Kao observait simplement ses actions et voulait voir si elle pouvait l'attaquer et lui porter des coups puissants. Et puis soudain, Suxiaome a dirigé toutes ses forces vers lui et a pensé que cela aurait dû suffire à l'achever. Mais tout à coup, à ce moment-là, tout est devenu poussiéreux et Suxiaome ne pouvait rien voir et tout est devenu très calme et c'était étrange. Et puis soudain, quand la poussière s'est dissipée, Suxiaome a regardé là-bas et s'est demandé s'il s'était vraiment échappé de là et quand avait-il réussi. Suxiaome se tenait à côté de l'endroit où le méchant avait disparu et a déclaré que Tuxion Song avait tout dit correctement et qu'il l'avait grandement sous-estimé. Et puis soudain, un morceau de terre est tombé sous terre et c'était Lin Kao et son complice et ils ont quand même réussi à s'en échapper à temps. Lin Kao a dit qu'il l'avait fait et que cette fois, ils avaient réussi à rester en vie mais qu'ils devaient se préparer à attaquer. Lin Kao s'est assise à côté de la jeune fille et lui a demandé comment elle se sentait et si elle avait été gravement blessée lors de la chute. Lin Kao a communiqué avec un complice et a parlé de la force de l'esprit du renard, qu'il avait sous-estimé, et soudain sa main perdue est tombée à l'eau. Lin Kao s'est excusé auprès de sa complice pour avoir dû utiliser beaucoup d'énergie pour utiliser la magie de la terre. La jeune fille a dit à Lin Kao qu'il avait toujours des ennuis lorsque les esprits et les chasseurs d'esprits étaient ensemble et se battaient avec lui. Lin Kao lui a dit qu'elle aurait dû connaître ses parents et lui a raconté une histoire après laquelle la fille a tout compris. Soudain, l'eau rendit la main de Lin Kao et il dit que c'était dommage que le chasseur d'esprits ait échappé à leur contrôle parce qu'ils étaient proches. Lin Kao a dit que Shuzishu était clairement faible et qu'ils auraient dû saisir cette chance et le prendre quand il était vulnérable. Et puis soudain, le complice a dit à Lin Kao que lorsque l'esprit du renard a attaqué, elle a senti une odeur familière et a été très surprise. Lin Kao l'a écouté et a demandé au complice s'ils avaient déjà rencontré Suxiaome et il était très intéressé de le savoir. La jeune fille n'a pas donné de réponse exacte à sa question et a dit que c'était possible car il lui semblait qu'elle connaissait déjà l'esprit du renard. Lin Kao a réfléchi et a dit que c'était bien et que Suxiaome l'aidait à ramener ses souvenirs oubliés et c'était cool. Mais soudain, le complice a regardé Lin Kao et a dit « A-t-il déjà oublié qu'elle voulait tous les achever et que cela a presque réussi ?» La nuit est tombée et Shuzishu a marché dans la rue et a dit que c'était bien qu'il soit encore en vie parce qu'il était en danger. Shuzishu a demandé à Suxiaome ce qu'elle faisait et lui a dit qu'il devrait se dépêcher et rentrer chez eux car il était déjà très tard. Suxiaome portait une araignée et Shuzishu a été surprise et lui a demandé si elle cuisinerait à nouveau de la soupe avec toutes sortes de choses étranges. Shuzishu lui a dit qu'il ne mangerait pas cette soupe parce qu'il ne voulait rien essayer à base de parfum et que c'était mal. Suxiaome a dit que faire de la soupe avec l'araignée n'était pas suffisant et a dit que cette fois, elle la réduirait en poudre et elle disparaîtrait. Shuzishu était contre cette idée et a demandé à Suxiaome d'oublier cela une fois pour toutes et de jeter l'araignée quelque part. Mais soudain, Shuzishu réfléchit et eut une idée et décida qu'il devrait essayer de faire quelque chose et voir par lui-même. Shuzishu a demandé à Suxiaome de poser d'abord l'araignée sur le sol et elle n'a pas compris ce qu'il voulait faire et pourquoi c'était nécessaire. Shuzishu a demandé à Suxiaome de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il voulait vérifier quelque chose et s'assurer que sa supposition était vraie. Shuzishu voulait juste toucher l'araignée mais soudain Suxiaome lui a crié dessus et a demandé à la mignonne ce qu'il lui faisait. Shuzishu lui a demandé de ne pas se méprendre sur lui et il voulait juste voir le tatouage sur sa poitrine parce que c'était comme une amulette. Suxiaome a dit à Shuzishu qu'elle regarderait elle-même le tatouage maintenant et elle a commencé à étudier attentivement le tatouage d'araignée. Mais soudain, Suxiaome a couvert les yeux de Shuzishu avec sa queue et a dit qu'il n'avait plus besoin de regarder l'araignée maintenant. Suxiaome a dit qu'elle avait elle-même déjà regardé et étudié l'araignée et Shuzishu a dit qu'elle lui avait couvert le nez et qu'il ne pouvait pas respirer. Shuzishu a demandé à Suxiaome si l'araignée était déjà morte et s'ils auraient dû l'enterrer pour ne pas la laisser dans la rue. Suxiaome a dit que l'araignée était vivante parce que si elle était morte, elle aurait dû être sous sa véritable forme d'araignée. Et à ce moment précis, Zenbeng s'est transformé en araignée et Shuzishu était sous le choc et a demandé à Suxiaome « On dirait que l'araignée est maintenant morte ». Suxiaome a soigneusement touché l'araignée avec un bâton et a dit à Shuzishu que l'araignée pouvait l'entendre et faire semblant de survivre.
Shuzishu soupira de tristesse parce qu'il voulait que cela se termine rapidement et qu'il reprenne sa vie normale et ses études. Shuzishu a demandé à Suxiaome de partir de la mais elle s'est tenue à côté de l'araignée et lui a demandé d'attendre et elle attendait une action. Et puis soudain, quelque chose a commencé à arriver à l'araignée et d'étranges vagues sont apparues et Suxiaome a demandé à la mignonne de la regarder. Shuzishu a dit que les vagues rouges étaient les âmes qu'elle absorbait et que les vagues blanches étaient l'énergie que l'araignée volait aux gens. Suxiaome et Shuzishu se tenaient là et étaient heureux parce que maintenant les âmes de tous ces gens étaient libres et c'était bien. Suxiaome a dit que les âmes se réincarneraient, que l'esprit et l'énergie reviendraient à leur propriétaire et qu'ils trouveraient la paix. Suxiaome a dit à Shuzishu que c'était génial et elle était contrariée que l'araignée ait ruiné tant d'âmes humaines. Shuzishu a regardé l'esprit du renard et a vu qu'elle regardait cela en silence et qu'elle était heureuse et calme à ce moment-là. Suxiaome a remercié Shuzishu pour aujourd'hui parce qu'il l'a aidé avec tout et s'est appuyé contre son épaule et elle s'est sentie protégée. Ensuite, ils sont rentrés chez eux et se sont allongés sur le lit et Shuzishu a pensé qu'il n'aurait jamais pensé que Suxiaome serait si heureuse. Shuzishu pensait que si ce n'était pas si évident, il se sentirait davantage comme un chasseur d'esprit et il était heureux pour elle. Shuzishu était allongé et réfléchissait à l'absorption de la dette et il ne se souvenait de rien de tel et a été surpris de l'apprendre pour la première fois récemment. Shuzishu a pensé au renard libéré de la cage et s'est demandé ce qui s'était passé et est resté là et a commencé à se souvenir de son enfance. Enfant, Shuzishu était assis dans sa chambre et faisait ses devoirs sans penser à rien et il se sentait très bien à ce moment-là. Et puis tout à coup, son père a donné un coup de pied à sa porte et a dit que son père bien-aimé était revenu et que son fils a demandé à cet idiot de frapper à sa porte. Mais soudain, le père de Shuzishu a dit à son fils qu'il lui avait apporté quelque chose de bien et a demandé à son fils de se lever et de l'examiner de plus près. Shuzishu a demandé à son père si c'était un esprit et il a dit qu'il n'en avait jamais attrapé aucun et comment a-t-il fait? Le père de Shuzishu a dit à son fils que cette fois tout était différent et que c'était l'esprit du renard à 9 queues et qu'elle était un esprit incroyable. Le père de Shuzishu a dit à son fils que s'il pouvait lui extraire l'esprit, il pourrait trouver plus d'informations sur l'ancien dieu. Le père de Shuzishu a demandé à son fils s'il ne voulait pas savoir si le dieu scellait la guerre et Jishu a répondu qu'il n'était pas intéressé. Le fils a dit à son père qu'il se souvenait qu'il lui avait dit que les 6 queues l'avaient battu et qu'il ne savait pas ce que les 9 queues lui feraient. Le père a dit à Shuzishu que dès qu'il aurait fini de l'étudier, il en ferait un outil de protection spirituelle spécialement pour son fils. Shuzishu a réfléchi à cela et a dit à son père qu'il ne voulait pas de cela et qu'il n'avait pas besoin de lui pour paralyser ce renard d'une manière ou d'une autre pour cela. Le père a demandé à son fils pourquoi il n'en voulait pas et comment il ne comprenait pas les avantages de cet outil spirituel comme le renard. Le père de Shuzishu a commencé à lui dire que cet outil le protégerait de la poussière, le garderait au chaud et le protégerait de l'eau, du feu et de la foudre. Le père de Shuzishu a déclaré que cette armure le garderait en sécurité et que la protection serait telle que même un taureau ne lui ferait pas de mal. Le père de Shuzishu a dit à son fils qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter des vols et des esprits, mais le fils a jeté son père hors de sa chambre. Shuzishu pensait qu'il était très ennuyé par les paroles de son père parce qu'il ne pensait pas du tout à la vie des esprits sans défense et c'était mauvais. Et puis soudain Shuzishu s'est retourné et a pensé qu'il avait oublié de jeter la cage avec la bête que son père venait de lui apporter. Shuzishu a regardé le renard dans la cage et s'est rendu compte qu'il était très gravement blessé et qu'il avait besoin d'aide pour qu'elle survive aujourd'hui. Shuzishu la regarda et ne comprit pas pourquoi il émettait de la lumière et avait-il vraiment un sentiment de proximité lorsqu'il s'approchait. Shuzishu ouvrit la cage et prit le renard dans ses bras et pensa, est-ce vraiment le charme avec lequel naissent les renards? Shuzishu regarda le renard et pensa que son père n'aurait pas pu lui infliger des dégâts aussi importants que possible. Mais soudain, le père de Shuzishu est entré dans la chambre de son fils et s'est figé de surprise et a été choqué de savoir pourquoi son fils le tenait dans sa main. Shuzishu a demandé à son père comment il était arrivé là et le père a demandé à son fils pourquoi il l'avait retiré et voulait-il vraiment mourir maintenant. Jishu a dit que le renard avait été blessé et le père a demandé si c'était vraiment si important, il a dit que tant qu'il était en vie, il représentait une énorme menace. Et juste après que le père de Shuzishu ait jeté le renard dans la cage, son père a remarqué qu'il ne le quittait pas des yeux tout le temps. Et puis soudain, la cage s'est détachée et la pièce est devenue très poussiéreuse et Shuzishu a été surpris et n'a pas compris ce qui se passait là-bas. L'esprit a commencé à se transformer et Shuzishu a demandé à son père ce qui se passait là-bas et il a pensé que peut-être l'esprit reprenait conscience. Le père de Shuzishu a dit à son fils qu'il semblait avoir raison et a dit que c'était problématique et qu'elle pourrait causer beaucoup de problèmes. Et puis soudain, l'esprit du renard s'est transformé en une fille et a pris une forme humaine et elle était très belle et douce. Elle a regardé Shuzishu et leur a demandé qui ils étaient et pourquoi ils l'avaient enfermée dans une sorte de cage et ce qu'ils attendaient d'elle. Le père de Shuzishu a souri et a dit que la forme spirituelle était comme un enfant et qu'il semble qu'elle n'est pas encore complètement récupérée. L'esprit du renard réfléchit à la forme de l'enfant qu'il voulait dire et était très en colère contre ces gens parce qu'ils lui faisaient beaucoup de mal. Et puis soudain, Shuzishu lui a demandé si elle était blessée et lui a demandé de ne pas bouger pour que son père ne lui fasse pas de mal. L'esprit du renard ne voulait pas écouter Shuzishu et lui a dit de se dépêcher et de la laisser partir rapidement avant qu'elle ne se fâche et ne leur réponde.
Le père de Shu Jishu a dit qu'il n'était pas facile pour lui de la retrouver et a demandé comment il pouvait la laisser partir si facilement parce qu'elle était une trouvaille. Shu Jishu a été très surpris par les paroles de son père et lui a demandé si c'était lui qui l'avait trouvé et pourquoi il lui avait menti récemment à propos de cet esprit. Le père de Shu Jishu a regardé son fils et s'est figé de surprise parce qu'il ne s'attendait pas à de tels mots de la part de son fils et ne savait pas pourquoi il avait dit cela. Et puis soudain, Shu Jishu a dit que quelque chose lui arrivait et pourquoi son cœur battait si vite et il avait mal à la tête. Le père de Shu Jishu n'a pas compris ce qui arrivait à son fils et a demandé à l'esprit du renard ce qu'elle venait de faire à son fils. Mais Su Xiaomei n'a pas compris ce que le père de Shu Jishu voulait dire, et elle a également regardé avec surprise ce qui arrivait à son fils. Et puis soudain, la main de Shu Jishu a commencé à briller et une sorte de lueur y est apparue et il n'a pas pu expliquer ce phénomène à son père. La main de Shu Jishu continuait de briller et il pensait que c'était une sorte de mysticisme qu'il n'avait pas encore vu dans leur monde et c'était étrange. Et puis soudain, Shu Jishu s'est réveillé brusquement et tremblait parce qu'il avait peur de ce qui lui arrivait et pensait qu'il était là. Shu Jishu regarda sa main et souhaita que ce soit vraiment un rêve et il était heureux que cela ne se révèle pas vrai comme il l'avait pensé auparavant. Shu Jishu a repris ses esprits après ce rêve et a pensé que tout lui semblait très réel et il y croyait même. Shu Jishu sentit que ce petit renard à 9 queues était Su Xiaomei, qui vivait maintenant avec lui. Shu Jishu a regardé Su Xiaomei endormi et s'est rendu compte que maintenant ce renard avait grandi et l'avait rencontré à nouveau dans le futur après de nombreuses années. Shu Jishu s'est assis et a pensé que ce rêve lui semblait très étrange et que quelque chose n'allait pas et ne ressemblait pas à un rêve. Shu Jishu s'est demandé pourquoi il se sentait proche de Su Xiaomei à ce moment-là, mais maintenant il ne ressentait rien de tel et c'est étrange. Shu Jishu pensait qu'en plus, il ne la laisserait plus jamais partir dans une telle situation et la protégerait toujours comme elle l'avait fait pour lui. Mais Shu Jishu a décidé que tout cela était inutile et qu'il devait abandonner de telles pensées et mieux se consacrer à quelques affaires. Et puis Su Xiaomei elle-même s'est soudainement réveillée et Shu Jishu a été surpris et a espéré qu'il n'avait pas dit ses pensées à voix haute. Su Xiaomei a dit bonjour à Shu Jishu et il l'a salué et lui a dit qu'il était heureux qu'elle se soit réveillée et lui a demandé comment elle avait dormi. Et puis soudain, Shu Jishu a demandé à Su Xiaomei si elle se souvenait de la façon dont ils s'étaient rencontrés pour la première fois et a dit qu'il l'avait complètement oublié. Su Xiaomei se figea de surprise et se demanda si son cher mari pouvait oublier un jour aussi important de leur vie et comment cela s'était passé. Soudain, Su Xiaomei a regardé Shu Jishu d'un air menaçant et lui a demandé s'il avait oublié une chose si importante et pourquoi n'avait-il pas honte. Soudain, Xiaomei a dit à Jishu qu'elle avait entendu dire qu'ils avaient retrouvé la mémoire lorsqu'ils avaient vécu une expérience de mort imminente. Shu Jishu avait très peur et pensait que Xiaomei ferait certainement quelque chose comme ça et lui ferait vivre une expérience de mort imminente. Su Xiaomei a vu que l'expression de Shu Jishu avait changé et elle a demandé à sa chérie ce qui lui était arrivé si soudainement. Shu Jishu lui a dit que rien ne s'était passé et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, et il est devenu très embarrassé et s'est immédiatement détourné d'elle. Le matin est venu et tous les élèves sont venus à l'école et Shu Jishu et Su Xiaomei étaient également de bonne humeur et voulaient étudier le matin. Shu Jishu pensait qu'il avait toujours l'impression d'oublier quelque chose de très important en plus de ce rêve et qu'il ne pouvait pas le comprendre du tout. Shu Jishu et Su Xiaomei buvaient des boissons et il a garé son cyclomoteur et a réfléchi à ce que c'était et pourquoi il ne pouvait pas comprendre la vérité. Shu Jishu a dit que c'était quelque chose qu'il devait faire hier, puis Su Xiaomei a dit que sa boîte était vide. Shu Jishu s'est souvenu et a dit qu'il devait conduire comme un fou jusqu'au magasin pour toucher son salaire à temps. Et puis soudain, Su Xiaomei a remarqué que Shu Jishu avait une boîte de boissons à la main et elle s'est approchée et l'a goûté. Et puis soudain, Su Xiaomei a réalisé que c'était un foutu esprit d'araignée et elle ne comprenait pas comment Shu Jishu la buvait tout ce temps sans aucun problème. Et puis tout à coup, Su Xiaomei a craché toute la boisson directement au visage de Shu Jishu et a dit que c'était dégoûtant et s'est immédiatement excusé pour cela. Shu Jishu était en colère contre elle et il s'est frotté le visage et a pensé qu'il ne savait pas s'il était trop tard pour y aller aujourd'hui et y a réfléchi. Jishu est allé à l'école et a décidé qu'il irait au magasin et poserait des questions sur tout après l'école et découvrirait toutes les informations intéressantes. Shu Jishu a remarqué la directrice de l'école et a pensé qu'elle ne se souvenait probablement pas des événements d'hier et qu'elle n'avait aucune idée de quoi que ce soit. Shu Jishu a salué le chef de classe et lui a souhaité une bonne journée d'école et qu'elle soit toujours en bonne santé. Le chef de classe a salué Shu Jishu et il s'est rendu compte que tous les élèves ne se souvenaient vraiment de rien de la terrible araignée d'hier. Shu Jishu et Su Xiaomei sont venus en classe et il a pensé et était heureux que sa vie paisible soit enfin revenue et que tout allait bien. Shu Jishu voulait mettre le drap sous le bureau, mais soudain il se demanda pourquoi il ne pouvait pas l'insérer là et ce qui l'arrêtait. Et puis soudain, Shu Jishu a remarqué qu'il y avait une enveloppe sous son bureau et il n'a pas compris d'où elle venait et qu'il l'avait laissée là. Et puis soudain, Shu Jishu a remarqué qu'en plus de l'enveloppe il y avait une lettre là-bas et il a été très surpris de savoir qui aurait pu faire ça. La lettre disait qu'il existait un porte-clés qui était bon pour prévenir les catastrophes et qui était efficace contre les esprits. Su Xiaomei s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle sentait que l'odeur d'une autre fille venait de lui et Shu Jishu s'est figé sous le choc. Shu Jishu a poussé Su Xiaomei à l'écart et a demandé comment cela pouvait arriver parce qu'il y avait tellement de monde dans la classe et qu'elle avait fait une erreur.
Shu Zishu pensait que le porte-clés était efficace contre les esprits et se demandait si cela signifiait que la personne en savait quelque chose. Et puis soudain, le chef de classe l'a remarqué et a dit à Shu Zishu que c'était une jolie petite boîte rose et il est devenu nerveux. Et puis le professeur Zhao est entré dans la classe et a dit bonjour aux élèves et leur a dit que leur professeur de physique, M.O., était parti en vacances. Le professeur Zhao a dit qu'il devrait donc accepter le nouveau professeur dans leur rang aujourd'hui et ne pas l'offenser le premier jour. Le professeur Zhao a demandé au professeur Xiaoling de ne pas être timide et de venir en classe pour rencontrer tous les élèves de la classe. Et puis soudain, Ling Cao est entré dans la classe et a dit bonjour à tous les étudiants et leur a souhaité une merveilleuse journée et une vie harmonieuse. Shu Zishu et Su Xiaomei ont vu le nouveau professeur et se sont figés de surprise et ont été choqués parce qu'ils ne s'attendaient pas à le voir. Ling Cao a dit aux étudiants qu'à partir de maintenant, il serait leur professeur de physique et qu'ils pourraient l'appeler M, Lin ou M, Xiao selon leur choix. Shu Zishu a regardé M, Xiaoling et a pensé à ce dont il avait besoin dans cette école et il savait qu'il était venu pour terminer le travail. Le professeur Lin a dit aux élèves qu'il se verrait en physique et a dit au revoir au professeur Zhao et a immédiatement quitté la salle. Le professeur Zhao a dit que maintenant ils allaient commencer la leçon et qu'aujourd'hui ils parleraient de l'histoire d'amour entre Du Fu et Li Bei. Et puis soudain, Shu Zishu et Su Xiaomei ont dit simultanément au maître Zhao qu'ils devaient aller aux toilettes maintenant. Ling Cao s'assit dans le couloir et demanda à sa complice ce qu'elle ressentait lorsqu'elle s'approchait si près de cet esprit renard. Le complice a dit à Ling Cao qu'elle était maintenant convaincue qu'elle la connaissait définitivement auparavant mais qu'elle ne pouvait pas se rappeler quand exactement. Ling Cao a dit qu'il espérait qu'il pourrait retrouver son âme perdue grâce à l'esprit du renard et lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Le complice était ravi et a remercié Ling Cao pour ses soins et pour avoir toujours pris soin d'elle dans les moments difficiles. Ling Cao lui a dit que les disciples approchaient et il a dit qu'il n'était pas sûr de la situation actuelle et qu'il valait mieux qu'elle se cache. Et puis soudain, Shu Zishu et Su Xiaomei sont apparus devant Ling Cao et ont dit qu'ils avaient finalement réussi à trouver le professeur Zhao. Shu Zishu a demandé à Xiaoling quel était le but de sa venue à l'école et ce dont il attendait d'eux et il attendait la vérité de sa part. Mais Ling Cao leur a demandé ne vous inquiétez pas et a dit qu'il ne leur créerait pas de problème et il leur a dit la vérité et ils pouvaient le croire. Su Xiaomei s'est mis en colère contre Ling Cao et lui a dit d'arrêter de dire des bêtises et a dit qu'il préparait définitivement quelque chose. Shu Zishu a dit à Ling Cao qu'il avait dit qu'il n'était pas là pour causer des problèmes, mais pourquoi devrait-il lui faire confiance? Ling Cao a dit qu'il allait lui en parler maintenant et il espérait que tout lui deviendrait clair après ces histoires intéressantes. Su Xiaomei était méfiante et a poussé Shu Zishu de côté, pensant que tout pouvait être attendu de Ling Cao. Ling Cao a dit à Shu Zishu qu'il était un chasseur d'esprit et qu'il devait bien faire les choses et a montré une sorte de signe sur sa main. Shu Zishu a été surpris et a demandé à Ling Cao ce qu'il voulait dire et quel genre de marque il lui avait montré sur sa main. Su Xiaomei s'en est rendu compte et a demandé à Ling Cao si c'était vraiment un saut de force spirituelle et si c'était vrai et elle ne pouvait pas y croire. Ling Cao a dit que bien sûr il en était ainsi et que pour prouver leur sincérité, il pouvait le tester maintenant avec un exemple. Et puis soudain, les vagues de la main de Ling Cao ont atteint Su Xiaomei et elle a regardé cela et a pensé que c'était très intéressant. Su Xiaomei a chuchoté à l'oreille de Shu Zishu que c'était un véritable saut de courage et Ling Cao ne leur a pas menti et a dit la vérité. Shu Zishu a dit à Ling Cao que peu importe que leur pouvoir soit scellé ou non, mais s'il causait des problèmes à l'école. Shu Zishu a dit que si cela se produisait, il pourrait se considérer déjà mort et Ling Cao lui a demandé de simplement se détendre. Shu Zishu a dit à Ling Cao qu'il se reverrait et il était heureux de ne pas le voir et Ling Cao a dit qu'il l'avait blessé avec des mots. Shu Zishu a demandé à Su Xiaomei si ce saut sur la main de Xiaoling scellait vraiment ses pouvoirs parce qu'il ne le croyait pas. Su Xiaomei a dit qu'il en était ainsi et que le corps de Ling Cao n'avait pas changé et Shu Zishu s'est rendu compte qu'il lui disait toute la vérité et qu'il ne mentait pas. Shu Zishu a dit à Su Xiaomei qu'elle devrait être très prudente et a dit qu'il se sentait mal à l'aise avec Ling Cao. Après l'école, tous les élèves sont sortis et étaient heureux que la journée d'école soit terminée et qu'ils puissent maintenant faire une pause dans leur travail. Su Xiaomei a demandé à Shu Zishu s'il était toujours inquiet de ce qui s'était passé récemment et il était d'accord avec elle. Shu Zishu pensait que même si Xiaoling n'avait pas l'air de faire quelque chose d'étrange, il ne pensait pas qu'il voulait devenir enseignant. Mais soudain, Su Xiaomei a demandé à Shu Zishu s'il voulait juste qu'elle fasse quelque chose à l'école. Il n'a pas compris ses paroles. Soudain, Su Xiaomei a couru et a dit que maintenant que l'école était finie, elle pouvait se débarrasser de lui une fois pour toutes. Mais après quelques minutes, Su Xiaomei est revenue et Shu Zishu a pensé, était-ce vraiment si rapide et elle a dit que Ling Cao s'était déjà échappé. Shu Zishu lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit que si elle remarquait quelque chose d'étrange, elle pouvait faire ce qu'elle voulait n'importe où. Su Xiaomei était très heureuse et a demandé à Shu Zishu si c'était vrai et s'il ne devrait pas le laisser faire le mal. Shu Zishu a dit à Su Xiaomei que si elle était d'accord avec lui, ils iraient maintenant récupérer son salaire avant qu'il ne soit trop tard. Su Xiaomei a dit que s'il capturait les méchants, elle voulait manger du poulet frit et Shu Zishu était d'accord avec elle. Quelques minutes plus tard, ils étaient déjà arrivés sur la route et, tout en discutant, ils n'avaient pas remarqué à quel point le temps avait passé et Shu Zishu pouvait prendre l'argent. Mais soudain,
Shu Zishu a regardé le magasin de nouilles et s'est figé de surprise, et Su Xiaomei lui a demandé ce qu'il avait vu là-bas. Shu Zishu a entendu des bruits dans ce bâtiment et s'est demandé si le patron déménageait dans son magasin et c'est pourquoi il faisait autant de bruit. Et puis soudain, Shu Zishu s'est rendu compte que quelqu'un était en train de détruire le magasin là-bas et c'est pourquoi c'était si bruyant là-bas et il s'est demandé qui cela pouvait être. Shu Zishu a demandé à Su Xiaomei de l'accompagner et de voir ce qui se passait là-bas et d'aider des innocents s'il le pouvait. Les ouvriers ont déclaré qu'ils n'en savaient vraiment rien, mais l'homme ne voulait pas entendre de telles excuses. L'homme a dit au propriétaire du magasin que celui qui avait percuté le jeune leader et s'était enfui était leur coursier et qu'il le savait. L'homme a demandé au propriétaire s'il était silencieux et a répondu qu'il continuerait à détruire cet endroit jusqu'à ce qu'il parle. Les propriétaires du magasin étaient à genoux, suppliant le jeune maître Tao d'arrêter parce qu'il n'avait rien d'autre que le magasin. Le propriétaire a dit au jeune maître Tao qu'il semblait avoir commis une erreur et lui a demandé comment la moto pouvait renverser la voiture, car c'était impossible. Tao a demandé au propriétaire s'il voulait vraiment dire qu'il était aveugle ou s'il pensait qu'il s'ennuyait et cherchait les ennuis par ennui. Le propriétaire a dit à Tao qu'il cherchait manifestement des ennuis, mais tout à coup, il s'est tué et a dit qu'il voulait dire un autre mot. Tao devint très en colère contre cela et ordonna à ses hommes de continuer à détruire cet endroit autant qu'ils le pouvaient. Mais soudain, Shu Zishu a dit à Tao de se lever et il s'est retourné et a pensé qui était cet idiot qui s'immisçait dans ses affaires. Et remarquant soudain Shu Zishu derrière lui, le jeune leader Tao reconnut ses vêtements et réalisa que c'était lui qui avait causé cet accident. Shu Zishu s'est approché du propriétaire et a dit au patron qu'il était temps pour eux de se lever parce qu'il ne voulait pas qu'il s'incline devant ce monstre. Tao a demandé au propriétaire pourquoi il avait dit qu'il ne connaissait pas Shu Zishu parce qu'il avait clairement vu ce coursier en particulier sur la caméra de sécurité. Shu Zishu a dit à Tao qu'il pouvait comprendre qu'il le cherchait et lui a demandé si ce n'était pas trop et pourquoi il avait détruit le magasin. Tao a dit à Shu Zishu que c'était lui le conducteur qui l'avait heurté et n'avait-il pas honte de dire qu'il en avait fait trop. Tao a dit à Shu Zishu que s'il pensait en faire trop, il pourrait le payer pour réparer sa voiture afin qu'il s'arrête. Shu Zishu a souri et a dit à Tao qu'il semblait qu'il avait tort et que comment une moto ordinaire pouvait renverser une voiture était fantastique. Tao a craché au visage de Shu Zishu et a déclaré qu'il ne s'était jamais trompé car les images de la caméra de surveillance étaient en haute définition. Shu Zishu a dit qu'il pensait que rien ne pouvait être fait là-bas et a dit que Su Xiaomei était responsable de tout cela. Tao ne comprenait pas comment Su Xiaomei avait quelque chose à voir avec cet accident et pensait qu'une fille aussi douce ne pouvait faire de mal à personne. Et puis soudain, Tao a jeté une liasse d'argent sur la table et a demandé à Shu Zishu s'il était un homme ou non et pouvait-il répondre de ses actes. Tao a dit à Shu Zishu que l'homme devait assumer la responsabilité de ce qu'il avait fait et que cet argent était une compensation pour la défaite. La femme a dit qu'il semblait qu'il s'était trompé et le propriétaire a dit qu'il allait protéger cet enfant et a soupiré tristement. Shu Zishu a dit à Tao qu'il le comprenait et qu'il le paierait et pensait que de toute façon, Su Xiaomei l'avait fait pour le sauver. Tao a dit à Shu Zishu qu'il ne voulait pas profiter de lui et a dit qu'il devait d'abord 600 000. Tao a commencé à compter les coûts des réparations de la voiture et aussi le fait qu'à cause de lui il a grillé un feu rouge et a reçu une amende pour cela. Et puis soudain, Tao a montré à Shu Zishu une calculatrice où le chiffre était de 150 000 et il a dit que c'était juste pour 100. Shu Zishu s'est senti mal quand il a vu une telle somme et Su Xiaomei a demandé à sa chérie s'il se sentait mal à cause de ces chiffres. Tao a dit à Shu Zishu qu'il était vraiment pauvre et comment pouvait-il même entrer en collision avec sa voiture et ne pas regarder la route. Tao a dit à Shu Zishu qu'il répondrait désormais à l'appel téléphonique et qu'il pourrait signer un billet à ordre pour le rembourser entre-temps. Tao parlait au téléphone avec sa sœur et lui a dit qu'il était à Badao et que c'était un magasin de haricots et de nouilles santé dans la région. Tao a crié à Shu Zishu et lui a demandé ce qu'il attendait et lui a dit de signer rapidement les papiers afin de sortir rapidement de là. Tao demandait à Shu Zishu combien de temps il allait rester inactif, puis soudain la porte derrière lui s'ouvrit et une dame apparut. Soudain, la jeune fille tendit l'oreille de Tao et lui demanda quel genre de choses sombres un homme riche comme lui faisait et souffrait d'ennui. Elle a demandé à Tao s'il avait vraiment appris à détruire des lieux et Tao a demandé à sa sœur d'y aller doucement et de sauver sa réputation maintenant. Shu Zishu était sous le choc car il a reconnu sœur Tao et lui a demandé si c'était le chef de classe et il ne s'attendait pas à la voir. Le chef de classe a également été surpris de voir Shu Zishu et a demandé si c'était M, scumbag de sa classe et ce qu'il faisait là. Tao a commencé à secouer Shu Zishu et lui a demandé ce qu'il avait fait de son pouvoir avec sa sœur et il a dit que maintenant il allait tout lui expliquer. Le directeur de classe a demandé à Tao, donc la fois où il a eu un accident, il était avec ce salaud et il en était sûr à 100%. La sœur a dit à son frère qu'elle lui avait déjà dit que rien ne s'était passé et lui a demandé d'arrêter de lui demander ce qu'il lui avait fait. Le chef de classe a dit à son frère qu'elle accepterait alors la reconnaissance de dette et Tao a dit qu'il n'y avait pas de problème et Shu Zishu était bouleversé. Puis la nuit est venue et ils sont sortis et Su Xiaomei lui a demandé, « Chérie, pourquoi il était si déprimé et fondu ?» Shu Zishu a dit à Su Xiaomei qu'il avait une dette de 150 000 $ et comment pourrait-il rester heureux. Su Xiaomei a demandé pardon à son petit ami et Shu Zishu a dit qu'elle ne devrait pas s'excuser parce qu'elle voulait le sauver.
Shu Jishu a déclaré qu'il ne pouvait que blâmer le fait qu'il n'y avait aucun sort capable de protéger à la fois la voiture et les personnes. Su Xiaomei a dit qu'il y avait un tel sort, mais que tout s'est produit trop soudainement et qu'elle en a donc accidentellement utilisé un. Shu Jishu a dit à Su Xiaomei qu'elle n'avait pas besoin d'être aussi franche avec lui et elle lui a dit qu'il saignait à nouveau. À ce moment-là, le complice a demandé à Xiao Ling s'il était sûr de vouloir faire cela et il lui a demandé de ne rien réfuter. Elle a dit à Ling Cao que c'était bien qu'il ne veuille pas revenir alors qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait là-bas. Mais maintenant qu'ils avaient une sorte d'indice pour retrouver son âme perdue, ils devaient lui donner tout ce qu'ils avaient. Ling Cao a dit au complice qu'il pensait à elle et il lui a donc trouvé un corps Puryun pour l'aider à réduire sa consommation. Ling Cao a ouvert la couverture qui couvrait la fille et a dit que c'était elle et que maintenant elle pouvait être calme quant à l'avenir. Ling Cao a demandé au complice si elle était prête et il a demandé à Xiao Ling d'attendre et lui a dit qu'elle avait eu une conversation privée avec lui. La confédérée a regardé Ling Cao et a dit qu'elle était encore un peu inquiète et qu'elle n'était pas sûre de devoir faire cela. Ling Cao lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il serait toujours à ses côtés et que si quelque chose arrivait, il l'aiderait immédiatement. Le complice a remercié Ling Cao pour ses soins et elle pouvait toujours compter sur lui car il l'ait toujours aidé. Et puis soudain, elle s'est suspendue en l'air et Ling Cao a dit que c'était pour son bien et qu'il voulait qu'elle se détende et n'y pense pas. Et puis tout à coup, elle a commencé à entrer dans le corps de cette fille et Ling Cao l'a regardée et était heureuse que tout commence à s'arranger. Et puis tout à coup, la fille s'est levée et a dit à Ling Cao qu'il faisait froid là-bas et qu'elle était déjà gelée et qu'elle voulait sortir de là rapidement. Ling Cao l'a serrée dans ses bras et lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit que bientôt il ne ferait plus si froid et qu'il rentrerait à la maison et qu'elle se reposerait. Mais soudain, un garde est apparu et a demandé à Ling Cao pourquoi il était là et ce dont il avait besoin dans cette pièce dans le noir. Le garde a traité Ling Cao de pervers et lui a demandé pourquoi il avait serré cet homme mort dans ses bras et c'était dégoûtant et mauvais. Le garde a demandé à Ling Cao de se dépêcher et de sortir de là avant qu'il n'ait des ennuis et veuille attraper Ling Cao. Mais soudain, Ling Cao se retourna brusquement et attrapa le garde par la gorge et commença à le serrer de toutes ses forces et il demanda de le laisser partir maintenant. Mais tout à coup, Ling Cao a levé le garde et c'était facile pour lui car il était très fort et le garde n'a rien fait. La jeune fille s'est levée et a demandé à Xiao Ling de ne pas faire cela et de laisser partir ce garde car il n'était coupable de rien et faisait son travail. Ling Cao a rejeté le garde de toutes ses forces et a dit que ce serait une leçon pour lui de ne pas parler aussi grossièrement aux gens. Ensuite, Ling Cao a demandé à son complice de se lever et de partir de là puisqu'il n'avait plus de raison de rester là. Le lendemain matin, tous les élèves étaient assis dans la classe et le professeur a dit à tous les élèves que le cours allait bientôt commencer et qu'ils devraient être prêts. Shu Jishu était assis en classe et pensait au chef de classe et pensait que le créancier était assis derrière lui et qu'il ne pouvait pas oublier la dette. Shu Jishu pensait qu'il avait décroché le jackpot et derrière lui était assis un créancier et à sa droite était assis un esprit et c'était intéressant. Su Xiaomei a souri et a demandé à Shu Jishu de ne pas être en colère et a dit qu'elle était juste pressée à l'époque et qu'elle ne pensait à rien. Shu Jishu était assis sans humeur et pensait que maintenant il voulait vraiment disparaître pour toujours pour que personne ne le dérange. Le professeur est entré dans la classe et a dit aux élèves qu'il était leur professeur et qu'il s'appelait Zhao Taizu et qu'aujourd'hui il avait deux nouvelles pour eux. Le professeur Zhao a dit qu'il voulait tout d'abord leur dire qu'il y avait un autre élève dans leur classe aujourd'hui et que c'était génial. Les étudiants pensaient que c'était une autre beauté et se demandaient si les transferts scolaires étaient récemment devenus une tendance. Shu Jishu regarda le nouvel étudiant et se demanda s'ils avaient encore un nouvel ajout et cela lui parut très étrange. La nouvelle étudiante a salué les étudiants et leur a dit qu'elle s'appelait Song Shin et qu'ils pouvaient l'appeler Shin et qu'elle était très heureuse. Shu Jishu expira et fut heureux que, heureusement, ce n'était pas un esprit et qu'il n'avait pas à craindre qu'elle présente le même danger. L'étudiant a dit qu'il semblait avoir de la chance et son ami a dit qu'il s'embarrassait et a demandé à regarder Jishu. L'étudiant a dit que Shu Jishu avait déjà une belle épouse et qu'il n'avait pas la force de prêter attention aux autres filles à part elle. Et puis soudain, le professeur a jeté un dossier à la tête de l'élève et a dit à M. Shang Dian que s'il disait un mot de plus, il le regretterait. Le professeur Zhao a demandé aux élèves d'écouter et a dit que deuxièmement, leur école organiserait des compétitions d'athlétisme en ville. Chaque classe devait donc choisir 2 personnes pour l'aider à organiser l'événement et il comptait sur ses élèves. Et puis soudain, le directeur de classe s'est levé et a dit au professeur Zhao que Shu Jishu lui avait dit qu'il était prêt à les aider à organiser l'événement. Shu Jishu a demandé au directeur de la classe si elle était trop en colère aujourd'hui et a dit qu'il ne lui avait rien fait de mal. Mais le directeur de classe a dit à Shu Jishu que s'il faisait cela, sa dette serait réduite de 5 cents et qu'elle la superviserait elle-même. Shu Jishu n'était pas d'accord avec le chef de classe et a demandé de réduire la dette d'au moins 1000, mais elle a réduit le montant à 4 cents. Shu Jishu a demandé au chef de classe d'arrêter et a dit qu'il était d'accord et qu'il ferait tout pour aider à tout organiser. Shu Jishu a clairement dit que seuls les idiots pouvaient faire de telles choses, mais cela n'avait pas d'importance car il voulait rembourser la dette. Shu Jishu s'est levé et a dit au professeur Zhao que le directeur de la classe avait raison et qu'il les aiderait et donnerait sa vie et sa force pour cela. Le professeur Zhao était ravi et a dit que c'était génial et qu'il devrait féliciter Shu Jishu pour sa volonté de les aider à tout moment.
Mais le professeur Zhao a dit que chaque classe avait besoin de 2 personnes et a demandé qui voulait devenir le deuxième et Su Xiaomei voulait devenir le deuxième. Le professeur Zhao a déclaré qu'alors tout avait été décidé et a dit aux élèves qu'ils devraient désormais se rendre au stade tous les jours après l'école. Et puis soudain, le professeur Zhao a dit aux élèves que s'ils manquaient un cours, ils devraient renoncer à leur indemnité de vacances. Shu Zishu soupira et se demanda si maître Zhao plaisantait et il ne comprenait plus rien et ne savait pas pourquoi il avait accepté cela. Shu Zishu était très contrarié et pensait qu'avant de rencontrer Su Xiaomei était bon et qu'il n'avait pas de tels problèmes mondiaux. Et puis tout à coup, tous les étudiants se sont tenus à côté de Shu Zishu et lui ont dit qu'aujourd'hui il était très énergique et qu'il voulait se montrer. Les étudiants ont demandé à Shu Zishu pourquoi il n'était pas comme ça tous les jours et il a été surpris et leur a demandé ce qui leur arrivait maintenant. La directrice de classe a dit à tous ceux qui avaient perdu le pari d'être honnête et elle était très heureuse que Shu Zishu ait accepté sa condition. Et puis tout à coup, le chef de classe a mis un morceau de papier devant Shu Zishu demandant s'il aiderait dans l'événement. Shu Zishu a été surprise et a demandé au chef de classe comment ils en étaient au courant à l'avance et elle a dit qu'elle en avait entendu parler par le professeur. Su Xiaomei a demandé à Shu Zishu s'il n'était pas normal qu'ils aident leurs créanciers à gagner de l'argent. Shu Zishu a demandé à Su Xiaomei si elle ne voulait vraiment rien faire à ce sujet et était-elle vraiment heureuse de tout cela et n'était-elle pas en colère. Su Xiaomei a dit qu'au contraire, elle était très heureuse car en plus, elle travaillerait avec Shu Zishu et ils seraient toujours ensemble. Shu Zishu s'est assis et a pensé que maintenant il n'y avait plus rien pour quoi vivre et que plus rien dans la classe ne le rendait heureux. Le lendemain, le directeur de classe a dit qu'ils étaient enfin arrivés à cet endroit et Shu Zishu s'est demandé si c'était le bon endroit. Shu Zishu a dit que tout avait l'air bien là-bas mais que c'était loin de l'école et a dit au chef de la ville qu'il y avait de bons stades. Le chef de classe, Yao, a déclaré que cet endroit était également génial et qu'ils y seraient conduits au début de l'événement et qu'il n'y aurait aucun problème. Shu Zishu pensait qu'il venait de découvrir qu'elle était derrière tout cela lorsqu'ils se sont rassemblés et que l'esprit maléfique se retenait toujours. Et puis Sun Xing a approché le chef de classe Yao pour lui dire qu'elle était désolée et elle a demandé à Sun Ming de ne pas s'inquiéter pour cela et de ne pas s'inquiéter. Le directeur de classe Yao a dit à Shu Zishu qu'il y avait 5 autres étudiants qui avaient pris un jour de congé et que leur travail leur serait laissé. Sun Xing s'est approché de Shu Zishu et lui a dit qu'elle pouvait le faire elle-même, mais il lui a demandé d'oublier cela et lui a dit qu'il l'aiderait. Sun Xing a remercié Shu Zishu pour son aide et s'est excusé de l'avoir simplement dérangé maintenant. Mais soudain, le directeur de classe, Yao, s'est approché d'elle et lui a demandé de faire attention et lui a dit que Shu Zishu était la racaille de leur classe. Shu Zishu s'est mis en colère et a demandé à Yao Zizi pourquoi elle continuait à lui créer des problèmes et à l'empêcher de mener ses affaires. Shu Zishu a demandé à Su Xiaomei de le laisser partir et a dit qu'il allait l'achever maintenant et Yao Zizi a dit qu'il était complètement fou. Shu Zishu a demandé à Su Xiaomei pourquoi il n'avait pas remarqué auparavant à quel point le directeur de classe Yao Zizi l'ennuyait autant et elle l'a fait sortir. Shu Zishu voulait aller voir le directeur de classe Yao et lui dire tout ce qu'il pensait d'elle, mais soudain Su Xiaomei l'a appelé. Shu Zishu s'est retourné et a dit à sa chérie que, pour une raison quelconque, elle avait l'impression qu'il y avait un fantôme dans ce stade mais ne savait pas pourquoi. Shu Zishu a été très effrayée et surprise par cela et a demandé à Su Xiaomei de quel fantôme elle parlait et était-il vraiment là. Su Xiaomei a dit à Shu Zishu qu'il n'y avait aucun doute sur ce sentiment et qu'il y avait vraiment un fantôme là-bas et c'est à 100%. Shu Zishu a demandé s'ils étaient des fantômes comme dans les films d'horreur et a demandé à Su Xiaomei pourquoi ne pas partir de là. Su Xiaomei a demandé à son cher mari de quel film d'horreur il parlait et avait-il vraiment peur de ces fantômes dans ce stade. Su Xiaomei a souri et a dit à Shu Zishu qu'il était faible et qu'elle l'a complètement oublié, c'est pourquoi elle l'a toujours protégé. Et puis soudain, Su Xiaomei a tendu une arme à Shu Zishu et lui a dit que s'il la prend, il n'aura plus à avoir peur. Shu Zishu a été surprise et lui a demandé si ce n'était pas un vrai coup de feu et quand elle l'avait reçu et elle a dit cela après une bagarre. Shu Zishu a regardé l'arme et a dit qu'elle semblait contenir 6 balles et lui a demandé s'il pouvait l'utiliser. Su Xiaomei a souri et a dit à Shu Zishu qu'il pouvait bien sûr utiliser une arme à feu parce que c'était une arme humaine. Et puis soudain, le directeur de la classe, Yao Zizi, a sifflé et a demandé à tous les élèves de se rassembler autour d'elle et elle a voulu leur dire quelque chose. Le chef de classe, Yao, a dit aux élèves qu'ils avaient tout fait comme prévu auparavant et qu'ils n'avaient pas encore besoin de presser qui que ce soit. Et puis soudain, le directeur de la classe, Yao Zizi, a dit aux élèves qu'ils devraient commencer à s'entraîner en vidant le stade et c'était un ordre. Shu Zishu a été surpris et le directeur de classe a dit qu'il fallait 10 personnes pour nettoyer les chambres et 10 à l'extérieur. Shu Zishu a dit au chef de classe qu'ils avaient déjà perdu 5 personnes et qu'il y en avait peu, puis Shin-Song a rapidement couru dans la pièce. Shin-Song portait des cartons et a demandé à Shu Zishu s'il voulait lui dire quelque chose et lui a dit qu'elle avait déjà commencé à faire le travail. Shin-Song a dit qu'il devrait d'abord nettoyer cet endroit, puis l'installer, mais soudain Shu Zishu l'a interrompu. Shu Zishu a dit à Shin-Song qu'elle n'avait pas besoin d'expliquer tout cela et lui a demandé de commencer immédiatement à travailler sans plus tarder. Shu Zishu a nettoyé le sol pendant plusieurs heures et a dit à Su Xiaomei que c'était très fatigant et qu'il était très fatigué ce jour-là.
Shu Jishu a dit qu'il était déjà tard et qu'ils avaient déjà fait beaucoup de travail et qu'ils voulaient terminer le travail rapidement et se détendre à la maison. Shu Jishu a dit à Su Xiaomei qu'il restait encore la moitié des endroits à nettoyer et qu'ils avaient encore beaucoup de travail à faire. Shu Jishu a demandé à Su Xiaomei si elle avait des sorts pour nettoyer cet endroit en un instant sans aucun problème. Su Xiaomei a dit que seuls les domestiques étudiaient ces types et elle a dit à Shu Jishu qu'il nettoyait les maisons. Su Xiaomei a dit qu'elle pouvait en attraper un et le ramener à la maison parce que la dernière servante n'était pas mauvaise, mais ils l'ont laissé partir. Shu Jishu a demandé si elle voulait vraiment attraper la femme de chambre et Su Xiaomei a dit que c'était dans ses rêves et qu'ils avaient besoin de majordome. Su Xiaomei a pointé son doigt et a dit qu'elle avait vu quelqu'un à l'étage et qu'il avait l'air bien et qu'il pouvait les aider à nettoyer pour faire face. Et puis soudain, l'homme s'est retourné et a demandé à Shu Jishu s'il parlait de lui et a dit qu'il était prêt à les aider. Shu Jishu a dit qu'il n'avait pas besoin de son aide et pensait qu'il se sentait étrange à côté de lui et ne voulait pas d'aide. Soudain, Su Xiaomei a dit que pour une raison quelconque, elle n'avait pas vu Koe et Shu Jishu était surpris de savoir de qui elle parlait parce qu'il ne la connaissait pas. Shu Jishu a demandé à Su Xiaomei si elle parlait vraiment de Shen Xiaozhu et a dit qu'elle était juste là et qu'elle avait disparu quelque part. Shu Jishu a dit qu'elle était peut-être partie ou qu'elle était simplement allée aux toilettes et qu'ils espéraient qu'elle reviendrait bientôt vers eux. Et puis soudain le chef de classe Yao est apparu là-bas et a dit qu'il était déjà tard et qu'il fallait partir de là avec la classe. Shu Jishu était d'accord avec le chef de classe et lui a dit qu'ils avaient travaillé dur aujourd'hui et qu'ils devaient faire ses valises. Soudain, le directeur de classe Yao a dit à Shu Jishu qu'il était très rapide et lui a demandé où était allé Xiaozhu. Shu Jishu a dit au directeur de classe Yao qu'il pensait qu'elle était dans les toilettes et il a dit à Su Xiaomei de la prévenir. Le chef de classe, Yao, s'est approché des gars et leur a dit qu'ils pouvaient retourner à la voiture et qu'ils y iraient et attendraient Xiaozhu. Et puis tout à coup, Su Xiaomei a couru vers Shu Jishu et a été choquée et a dit qu'elle avait vérifié toutes les toilettes et que Xiaozhu n'était pas là. Et puis tout à coup, Su Xiaomei a dit à Shu Jishu qu'il y avait un fantôme là-bas et il en avait très peur et se demandait si elle lui mentait. Shu Jishu a dit à Su Xiaomei que s'il y avait des fantômes là-bas, peut-être que Xiaozhu aurait des problèmes et qu'il pourrait lui faire du mal. Su Xiaomei a dit que cela ne devrait pas arriver parce qu'elle ne ressentait rien, mais qu'ils auraient dû se préparer au pire. Shu Jishu a dit au directeur de classe Yao qu'elle aurait dû rester là et ne pas partir et qu'il aurait dû regarder autour de lui. Le chef de classe Yao a été surpris et a demandé à Shu Jishu s'il allait au magasin, mais il a dit qu'il cherchait juste Xiaozhu. Le chef de classe Yao s'est approché de Shu Jishu et lui a dit que s'il voulait vraiment chercher Xiaozhu, alors elle les accompagnerait et les aiderait. Les étudiants cherchaient Shen Xiaozhu partout dans ce bâtiment, mais c'était calme et elle n'émettait aucun bruit, ce qui les rendait très méfiants. Shu Jishu et ses élèves erraient dans les couloirs et ils se demandaient où Xiaozhu aurait pu aller et était-elle vraiment partie. Soudain, Su Xiaomei a dit à Shu Jishu qu'il y avait une sorte d'activité fantomatique là-bas et elle a clairement tout ressenti. Su Xiaomei a pointé son doigt vers le couloir sombre et a dit qu'il y avait beaucoup d'activités là-bas et qu'il semblait y avoir des fantômes là-bas. Shu Jishu l'a écouté et a dit qu'alors ils iraient tous là-bas ensemble et s'assureraient qu'il n'y avait personne là-bas maintenant. Le chef de classe Yao a dit à Shu Jishu que c'était drôle et lui a demandé s'il avait si peur, pourquoi ne s'est-il pas assis dans la voiture. Shu Jishu a dit qu'il n'avait peur de rien et ils ont tous commencé à chercher Xiaozhu errant dans le couloir sombre et effrayant. Et puis soudain, Shu Jishu s'est tenu devant la porte après tant de temps à marcher dans le couloir et a dit que c'était la dernière pièce. Shu Jishu a dit que si Xiaozhu était là, alors sa disparition n'aurait rien à voir avec des fantômes et il l'espérait. Et puis soudain, quand Shu Jishu a ouvert la porte, il a vu que Xiaozhu se tenait dans cette pièce et priait quelqu'un et c'était étrange. Shu Jishu se figea de surprise et fut choqué de voir Xiaozhu là-bas et lui demanda ce qu'elle faisait là parce qu'ils la cherchaient tous. Xiaozhu s'est retourné et a été surpris de voir Shu Jishu là et est tombé au sol et il s'est précipité à son aide pour la relever rapidement. Shu Jishu a demandé à Xiaozhu si elle allait bien et elle a dit qu'elle allait bien et a demandé pourquoi il était venu là. Shu Jishu a été choqué et s'est figé parce qu'il a vu pourquoi Xiaozhu priait et s'est demandé si c'était vraiment un hommage à quelqu'un. Shu Jishu a vu qu'il y avait une photo d'une fille là-bas et il a demandé à Xiaozhu ce qu'elle faisait là et il était intéressé. Xiaozhu a dit à Shu Jishu qu'elle brûlait de l'encens pour sa sœur et il a été surpris et lui a demandé pourquoi elle le faisait là. Xiaozhu s'est senti triste et a dit à Shu Jishu qu'elle l'avait fait là-bas parce que sa sœur était morte à cet endroit et qu'elle se souvenait d'elle. Shu Jishu a été très surpris car il ne savait pas que quelqu'un était mort là-bas et pendant tout ce temps aucun des étudiants ne lui a dit cela. Su Xiaomei a dit que c'était comme ça et elle a juste réalisé après qu'il l'ait mentionné que le fantôme ressemblait à Xiaozhu. Shu Jishu était curieux et a demandé à Su Xiaomei si Xiaozhu ressemblait à un fantôme et où elle l'avait remarqué. Su Xiaomei a dit à Shu Jishu qu'il avait raison et a dit que le fantôme se tenait juste derrière lui et qu'elle pouvait le voir clairement maintenant. Shu Jishu a été très effrayé par cela et a immédiatement couru vers Su Xiaomei et lui a serré la jambe et a dit qu'il voulait que le fantôme parte de là. Xiaozhu a souri et a dit que Shu Jishu exagérait tout et qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur parce que Su Xiaomei l'avait simplement trompé. Le chef de classe Yao a dit que maintenant qu'il l'avait trouvé, il pouvait partir de là et qu'elle attendrait Xiaozhu et qu'ils partiraient ensemble. Shu Jishu a souri et a dit aux étudiants qu'il n'avait peur de personne et que c'était une blague pour les faire rire.
Shu Zishu a dit que lui et Su Xiaomei les attendraient dehors et qu'ils pourraient revenir lentement sans s'inquiéter pour eux. Shu Zishu a voulu ouvrir la porte et a demandé à Su Xiaomei pourquoi il n'avait pas vu le fantôme parce qu'il était intéressé à le voir. Su Xiaomei a dit à Shu Zishu qu'il était trop faible mais il a dit qu'il pouvait voir les esprits depuis sa naissance et que c'était un cadeau. Shu Zishu a demandé à Su Xiaomei si ce fantôme allait bien et si elle avait vraiment vu la défunte sœur Xiaozhu. Su Xiaomei a dit que cela lui semblait étrange, mais ce fantôme était bien la sœur de Shen Xiaozhu et elle en était sûre. Et puis soudain, Shu Zishu entendit des cris derrière lui et réalisa que quelque chose s'était passé dans la pièce et il réalisa que ce n'était pas bon. Shu Zishu a demandé au directeur de classe Yao et Xiaozhu s'ils allaient bien et ce qui leur était arrivé et pourquoi ils criaient comme ça. Et puis soudain, Shu Zishu a remarqué qu'un fantôme était apparu dans la pièce et il a eu très peur et a demandé si c'était sœur Xiaozhu. Shu Zishu s'est approché du chef de classe Yao et lui a demandé ce qui s'était passé là-bas et ce qu'il venait de faire pour qu'un fantôme y apparaisse. Le chef de classe Yao a dit qu'il n'avait rien fait et que le fantôme était apparu soudainement et qu'ils étaient également intéressés à le découvrir. Xiaozhu a regardé le fantôme et lui a demandé si c'était vraiment sa sœur et elle a entendu ses prières et est venue. Su Xiaomei a dit à Shu Zishu qu'elle ressentait ses émotions et qu'il semblait que c'était sa sœur et qu'elle semblait nourrir de la haine. Xiaozhu a demandé au fantôme si sa sœur la détestait vraiment et voulait entendre les réponses aux questions de son bien-aimé. Su Xiaomei a dit à Shu Zishu que les émotions du fantôme devenaient plus fortes et que cela pouvait être dangereux pour eux à tout moment. Et Shu Zishu a demandé à Su Xiaomei de ne laisser le fantôme faire du mal à personne et lui a demandé si elle pouvait le gérer. À ce moment-là, Lin Kao est arrivé là-bas et s'est demandé pourquoi les étudiants n'étaient pas encore partis et pourquoi leur bus était resté là et n'était pas parti. Lin Kao a dit à sa complice qu'il irait voir ce qui se passait là-bas et lui a demandé de rester dans la voiture et de ne sortir nulle part. Lin Kao s'est approché du chauffeur et a demandé à M. Kang pourquoi il n'était pas encore parti et si quelque chose s'était réellement passé. Le chauffeur, M. Kang, a dit bonsoir à M. L'un et lui a dit qu'il restait encore quelques enfants dans ce bâtiment et qu'il les attendait. L'un a dit qu'il les renverrait maintenant afin qu'il n'oblige pas d'autres étudiants à les attendre là-bas. Le chauffeur a remercié Lin Kao et a dit qu'il lui offrirait un kebab la prochaine fois et il a dit qu'il l'attendrait avec impatience. À ce moment-là, le chef de classe Yao et Xiaozhu étaient assis par terre et regardaient le fantôme figé de surprise et ne pouvaient pas bouger. Su Xiaomei se tenait devant le fantôme et pensait qu'elle utilisait maintenant le feu spirituel pour le vaincre avec cette technique. Et puis tout à coup, Su Xiaomei a envoyé un feu spirituel sur le fantôme et a pensé que cela devrait suffire à vaincre le fantôme. Xiaozhu a crié à Su Xiaomei et lui a demandé de ne pas faire cela pour ne pas blesser sa sœur parce qu'elle l'attendait depuis si longtemps. Mais soudain, le fantôme a commencé à rassembler tout le feu spirituel dans sa main et Su Xiaomei a été surprise et a pensé que c'était impossible. Su Xiaomei se figea de surprise et fut choquée et se demanda si cela volait le tonnerre et comment le fantôme l'avait fait. Su Xiaomei a demandé à Shu Zishu et aux autres de se tenir derrière elle et ils ont couru vers elle et elle a formé un cercle de protection et a couvert tout le monde. Shu Zishu a été surprise et a demandé à Su Xiaomei si le fantôme était vraiment si fort, car elle leur a immédiatement riposté. Su Xiaomei a dit que tout était fini et qu'elle ne savait pas comment elle avait fait, mais que le fantôme pouvait le contrôler d'une manière ou d'une autre. Xiaozhu a immédiatement couru vers sa sœur et Su Xiaomei lui a dit qu'elle n'avait plus la force de subvenir à ses besoins et qu'elle disparaîtrait bientôt de là. Xiaozhu a demandé à sa sœur si elle allait bien, puis tout à coup, elle a été choquée par le choc. Shu Zishu pensait qu'il n'était pas si facile d'avoir cette humeur réconfortante et pourquoi Xiaozhu ne l'écoutait-il pas.